Mardi 10 juin. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cet épisode spécial du F1 Podcast. Eh bien oui, la F1 débarque au Canada et on vous propose aujourd'hui de revivre l'époque la plus glorieuse du sport automobile canadien, c'est-à-dire la saison 1997 de Jacques Villeneuve, et on débute maintenant. Il est maintenant temps d'aller rejoindre nos collaborateurs habituels. Vous êtes habitués de le voir dans les épisodes du lundi, mais aussi dans notre formule entre deux courses. Il est l'auteur du livre La Formule 1 au circuit, Gilles Villeneuve. Kevin Fontaine, comment ça va? Ça va super bien, Martin. Et toi, comment ça va? Ben, je vais à ravir un sujet qui m'intéresse énormément aujourd'hui. Et on a fait appel aussi à notre autre collaborateur, celui du vendredi, qui est un passionné de toutes les séries de courses automobiles. On pouvait pas faire ça sans lui, sinon, d'après moi, il m'en aurait voulu pour longtemps. Il est le descripteur et analyste des courses de F1 sur la chaîne gtcq.tv. Il est aussi un pilote de la division élite pour nos amis de la team FSR. François Goulet, comment ça va? Ah, là, ça ne pourrait pas aller mieux là, pour une émission spéciale comme celle-là. Là. Je me sens choyé, honoré. J'ai bien hâte de la faire. Là. C'est comme une première, puis je pense que ça va être bon pour tout le monde, nous autres autant que les auditeurs. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression. Mais c'est pas mal toujours de même, mais j'ai l'impression qu'on a encore plus de plaisir aujourd'hui, puis ça va être Ah, celle-là va être contagieux. spéciale pas mal, je pense. C'est ça, ça va être contagieux pour nos auditeurs. Je pouvais pas faire ça sans inviter, selon moi, là, c'est pas peu dire, c'est le spécialiste pour raconter l'histoire de Jacques Villeneuve. Il l'a prouvé à travers un livre fantastique. Si vous n'avez pas eu la chance d'en entendre parler ou de vous le procurer, je suis persuadé qu'à la fin de cet épisode-là, c'est une des premières choses qui va se retrouver dans votre panier, dans votre liste de cadeaux de Noël ou peut-être de cadeaux d'été. La fête des pères qui s'en vient quand même assez rapidement. Donc, c'est le livre Villeneuve-Schumacher 1997, le duel qui a marqué une époque. Et c'est nul autre que Simon Bachand, un ami du F1 Podcast qui a écrit ça. Simon, bienvenue avec nous autres aujourd'hui au F1 Podcast. Tout le plaisir est pour moi. Merci de l'invitation et c'est un honneur de passer cet épisode avec vous, les gars. Simon, comme je le disais, on pouvait pas faire cet épisode-là sans t'inviter. Écoute, il me semble que ça aurait manqué quelque chose, autant qu'on connaît bien l'histoire, mais ce que tu fais dans ton livre, c'est fantastique de vraiment aller remémorer chaque petit moment. Moi, j'avais une âge bien différente. J'avais seulement 9 ans quand c'est arrivé. Kevin était à peu près dans la même tranche d'âge que moi. François était un peu plus vieux, on peut dire au milieu de son adolescence, aux alentours Mhm. de 15 ans, qui m'a dit. Puis toi, tu étais un petit peu plus vieux que nous, encore une Oui. autre tranche d'année au début de ta vingtaine, au début de ta vie d'adulte, si on peut appeler ça comme ça. Fait que on l'a vraiment vécu différemment. Toi, dans le livre, tu le racontes pour les gens justement qui l'ont oublié, qui font ça. Fait qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va se faire un voyage dans le temps. Tu vas pouvoir avoir la chance de nous expliquer tout ça. Puis avant que tu nous dis tout ce que tu as passé à travers pour qu'est-ce qui a motivé ça d'écrire un livre, je voulais rappeler que ce genre d'épisode-là, là, normalement, dans des podcasts qu'on connaît, que moi j'en consomme des podcasts, je suis persuadé que vous en consommez vous autres aussi. Normalement, des épisodes spéciaux comme ça, je trouve malheureux, c'est qu'on va mettre ça payant. On va demander, ces épisodes-là vont se retrouver sur des plateformes payantes et on va demander à nos auditeurs habituels de débourser de l'argent pour avoir accès à ce contenu additionnel-là. Mais moi, ça va pas dans la vision du F1 podcast. Moi, je veux rendre ça accessible à tout le monde. Je veux que la F1, justement, ça devienne que n'importe qui puisse s'intéresser à ça. Et la raison qu'on peut se permettre de faire des épisodes comme ça de qualité de façon entièrement gratuite, qu'on peut être la plus grosse plateforme de contenu F1 au Québec sans demander un sou, c'est grâce à nos commanditaires. Donc, si j'en profite pour les remercier, c'est Descœurs Incorporés qui sont des leaders dans le domaine de la conception d'escaliers ainsi que la vente de matériel de Laval à Tremblant et ainsi que Label Est qui sont des experts pour justement entretenir les cours et rendre et faire en sorte que le paysage de plusieurs Québécois à travers le Québec, ben, soit beau pour tout l'été, que tout soit bien entretenu. Je m'en aurais voulu de pas les remercier parce que c'est grâce à eux qu'on peut faire, qu'on peut s'amuser aujourd'hui pour faire ce genre d'épisode-là. Simon, je le disais, tu as décidé de créer ton livre. Qu'est-ce qui fait que du jour au lendemain, tu dis, moi, je veux raconter l'histoire de Jacques Villeneuve. C'est une histoire qu'on a vécue ici au Québec. On l'a vécue de façon différente, mais on la connaît, cette histoire-là. Mais pourquoi que tu arrives en 2000, c'est en 2024 que tu as sorti ce livre-là, pourquoi tu as décidé de faire ce projet-là? Ben, c'est un projet à long terme. C'est sûr que ça s'est pas fait du jour au lendemain. La toile de fond de tout ça,
c'est bien évidemment un amour de la Formule 1, un amour de l'histoire de la Formule 1, aussi un amour des livres et surtout des livres de sport en général. Alors, à un certain moment, je regardais ma collection de livres, puis je me suis demandé ce qui me manquait comme histoire québécoise. C'est quelle histoire québécoise je pourrais ajouter à ma bibliothèque, mais qui n'existait pas, ou qui avait déjà été décrite, mais où je sentais qu'on pouvait aller plus loin, ou on pouvait l'aborder d'une façon différente. Alors, la réponse avait tout de suite venue. Ça a été véritablement la saison 1997, le duel Jacques Villeneuve, Michael Schumacher, qui a été tellement passionnant, qui a survolté le Québec cette année-là. Alors, je pensais que c'était le temps de se rejeter, aussi de permettre aux gens qui étaient là de revivre cette belle période-là, parce qu'on a tendance à se rappeler de la fin, mais il y a tout un crescendo, la saison au complet. Mhm. Pas sûr qu'il y a tant de gens de ça qui se souviennent de ce qui s'est passé au Grand Prix d'Argentine ou à Imola. Et évidemment, ceux qui commencent à s'intéresser à la Formule 1 ou qui le font depuis, je dirais, 7-8 ans, là, avec Drive to Survive et qui n'ont pas connu Jacques ou qui ont juste connu, malheureusement, la deuxième moitié de sa carrière, bien, d'apprendre et de se permettre d'apprendre et de découvrir quel grand, immense pilote, à mon avis, il était là, au milieu des années 90, alors qu'il était à son sommet. Je suis content, puis mon choix de mots était voulu de dire on la connaît toute cette histoire-là parce qu'on a toute l'impression de la connaître. Mais moi, je peux te le confirmer que tu as raison, il y a des grands prix que je me rappelais pas pantoute. La fin, l'accident avec Michael, bien sûr, mais le petit gars de 9 ans, aujourd'hui, il en a oublié bien des bouts. Fait que je veux te remercier aussi de l'avoir fait, ce livre-là, parce que tu as frappé directement dans le mille, de replonger là-dedans. Ça faisait longtemps que je voulais le refaire, mais c'est une saison qui est incroyable. Il y a des parallèles à faire avec ce qu'on vit maintenant en F1. Oui. Donc, vraiment, vraiment, le fait que tu as fait ça, puis je vous le dis à la maison, si vous pensez tout savoir de cette histoire-là, à la fin de l'épisode, vous allez en apprendre d'autres. Il y a des choses qui vont piquer votre curiosité. Il y a des détails qu'on a sûrement oubliés parce que ici, là, on est quatre réunis, puis les quatre, on a eu la même réaction en préparation à cet épisode-là de dire, ouais, j'avais oublié ce détail-là. Ouais, c'est vrai, il y avait ça. Il y avait ça. Je parle pour François il rit parce que c'est le genre de conversation qu'on a eu dans les derniers jours qui nous disait, hey, je Mhm. l'avais oublié, ce détail-là. Donc, je le disais, François, toi, tu avais que 15 ans Ouais. Quand Michael et Jacques se disputaient le titre. De ton côté, là, tu es à l'école secondaire. Est-ce que c'est gros la F1 dans ce temps-là? Est-ce que tu es le seul à écouter ça? Est-ce que tu apprends ça par tes parents ou tu suis déjà ça avant que Jacques arrive en F1? Comment ça a commencé pour toi de ton côté? Ben, c'est principalement mon père qui nous a introduits Avec à la Gilles. F1. Ouais, Ouais. parce que mon père allait voir les courses de Gilles en Atlantique. Donc, il a vu évoluer Gilles Villeneuve dans ses débuts. Il y en a qui souvent qui disaient, ah oui, t'as vu Gilles Villeneuve dans une direct film? Non, dans une ski roule. Donc, tu sais, c'était vraiment dans les débuts. Je sais que Gilles a même conduit avant ski roule avec d'autres formules atlantiques brièvement. Mais tout ça pour dire que mon père était très branché F1. Les premiers noms qu'on entendait, bon, c'était Villeneuve, après ça, Senna, Prost, Berger, Mansell. Et puis que Jacques arrive un peu à l'avant-scène quand il est revenu au Québec, en Atlantique, pas longtemps, à Indy, ça a comme éveillé vraiment la passion en moi par mon père et tous Mhm. les événements qu'on va parler dans le podcast, les souvenirs qu'on a, dites-vous que inexorablement, j'étais avec mon père, ça c'est sûr, et peut-être mon frère et ma mère. Puis pour ce qui est de mes amis au secondaire, j'ai pas le souvenir qu'eux autres s'intéressaient tant que ça. Peut-être mon ami Nicolas Tremblay ou une, deux personnes là, très près de moi, mais sinon, c'était vraiment un truc plus familial en tant que tel. Mais c'est sûr que quand Jacques Villeneuve est arrivé en F1, même vers la fin de l'IndyCar, il y avait quand même pas mal de monde intéressé dans mon entourage, mais c'est pas ce souvenir-là que j'en garde. Moi, c'est vraiment plus les faits de course puis les événements que j'ai vécus dans mon salon, dans mon fauteuil. Exactement. Moi, c'est la même chose. Mon père en 78 avec Gilles au Grand Prix à Montréal. Puis après ça, ben, ça a été transmis. Et lorsque que Jacques a recommencé à tourner autour de la F1 qui s'en venait, il m'a transmis l'histoire, il me l'a expliqué. Puis là, ça a piqué mon intérêt. Puis là, ça a monté, ça a monté. Puis c'est encore là aujourd'hui mon intérêt pour la F1, même quand Jacques était plus là ou que Jacques traversait des moments plus difficiles. Kevin, t'as quasiment la même âge que moi. Une petite différence d'âge. Toi, tu commençais ton primaire lorsque que Jacques faisait ses débuts de carrière. Puis toi, c'est un moment, tu as découvert Jacques à un moment qui était peut-être pas le plus glorieux pour lui, mais qu'on se rappelle tous. Ouais, c'est ça. Donc, avec mon père également, donc on était dans la cuisine et là, on met ça à la télévision pour regarder le Grand Prix. Mon père était passionné, peut-être pas autant que moi aujourd'hui, mais il aimait ça, il aime encore ça d'ailleurs. Et là, on regarde l'épreuve et là, qu'est-ce qui arrive pas?
en tout début d'épreuve, Jacques Villeneuve qui se met dans le mur dans la dernière chicane. Et là, gros événement, gros revirement de situation. Les fans à Montréal qui prennent une douche froide incroyable. Et c'est ça, ça n'a pas été le meilleur souvenir de Jacques Villeneuve. Et là, je vois mon père un peu en désarroi qui regarde ça. Ah, non, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, le petit garçon qui regarde ça, ben là, Jacques Villeneuve est dans le mur. Ah, c'est qui ça, Jacques Villeneuve? Et là, après ça, je regarde ça. Puis finalement, ben c'est le rival, c'est Michael Schumacher qui a remporté l'épreuve. Donc, ça a pas été la plus belle entrée en matière, mais au moins, on a été gâtés par la suite avec le championnat de Jacques à la fin de la saison. Puis aujourd'hui, ben, tu vibres encore autant à la F1, donc ça t'a pas trop Ouais. affecté de le voir frapper le mur. Kevin, t'es là aujourd'hui, non seulement pour tes connaissances, tu fais partie de l'équipe du F1 Podcast, tu as un point en commun de plus que nous avec Simon. Je te dis lequel, tu le sais déjà d'après moi, c'est que les deux, vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes ou de prendre la plume par whatever, par les plumes et de commencer à écrire votre propre livre. C'est pas évident à faire ça, ça demande énormément de courage. Moi, je pense que c'est le plus bel exemple de passion et d'amour pour la F1, de dire, hey, j'aime tellement ça que je vais prendre le temps. En tout cas, moi, je vous admire les gars d'avoir fait ça parce que j'aurais pas la patience là, d'écrire un livre sur, puis probablement pour pas le talent aussi là, je vous entends peut-être le dire aussi, mais pas le talent pour nécessairement décider de tout écrire un livre sur la F1. Mais ça, pour moi, je salue le point en commun que vous avez, puis je veux que Simon, tu nous expliques un petit peu. Oui, tu as décidé, tu es un passionné d'F1. Oui, tu veux raconter l'histoire de Jacques. Jusque-là, tout là, tu frappes dans le mille. Mais il y a des gens qui pensaient pas comme toi. Les maisons d'édition, ils t'ont pas nécessairement ouvert la porte. Il a fallu que tu décides de dire, moi, je vais la raconter moi-même, cette histoire-là. Oui, ben, euh, il y a des maisons d'édition qui étaient intéressées. J'ai eu deux oui qui se sont transformés en refus par la suite, mais c'est sûr que j'ai eu beaucoup de refus, là, je mentirais pas. Mais tout ça, tu l'as bien résumé, puis j'aime bien l'expression en anglais, labor of love, tu sais, que c'est un travail, là, où, dans le fond, c'est la passion qui nous mène, puis il faut aller au bout de ça. Puis c'est sûr que dans mon parcours, j'ai rencontré juste assez de gens qui m'ont dit que c'était bon de persévérer, que ça m'a donné le carburant nécessaire pour continuer. Alors, évidemment, oui, j'ai rencontré beaucoup d'embûches. C'est sûr que quand les maisons d'édition sont revenues sur leur décision deux fois, ça a été quand même des étapes difficiles. Mais moi, j'avais envie de continuer, j'avais envie de raconter mon histoire. J'avais envie de faire un livre sur la saison 1997 où on ne se concentre pas principalement sur ce qui se passe à l'extérieur de la piste, mais en piste. C'est Mhm. un livre pour les amateurs de courses automobiles qui regardent les Grands Prix dimanche matin et qui ne lâchent pas la télé. Il y a beaucoup de choses qui se sont écrites sur Jacques, beaucoup de livres aussi, beaucoup en filiation avec son père, évidemment, puis tout ça, c'est nécessaire et essentiel. Mais j'avais le goût de faire un livre qui portait plus sur la course en elle-même, l'excitation qu'elle produisait, toutes les sensations, les émotions qu'elle nous faisait vivre. Et évidemment, avec la grande finale de RS en 97. Alors, c'est sûr que moi, c'est l'écriture qui me fait, qui est ma passion dans le fond. Alors, il y a beaucoup d'étapes d'administration que j'aime moins, qui sont plus difficiles, mais il faut les faire et puis on apprend beaucoup là-dedans. Mais tu sais, évidemment, il y a des étapes. Trouver un imprimeur, il faut trouver les photos pour la couverture. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec Normand Prieur, qui est l'ancien, il a longtemps été, là, pendant plusieurs années, aux relations publiques du Grand Prix du Canada, qui a accepté pour un montant pas trop élevé, heureusement, de reviser le livre puis de l'améliorer avec moi. Donc ça, je veux le remercier, Normand, pour ça. Et là, maintenant, on est à l'étape de faire la promotion, puis c'est là où je suis très heureux de participer à cette émission-là, parce que moi, c'est une histoire qui me passionne. J'aime et je suis déjà passionné d'histoire de la Formule 1, mais là, on a un Québécois qui est devenu champion du monde de Formule 1. Sincèrement, je pensais jamais vivre ça quand j'ai commencé à aimer la Formule 1 parce que moi, je suis arrivé après Gilles, donc entre les deux. Jamais, je pensais que j'avais manqué ma chance de voir un Québécois au sommet de la Formule 1, puis là, Jacques m'a fait vivre ça. Alors, je ne pouvais pas passer à côté de ça. C'est ça, c'est à peu près 19 ans plus tard que le mariage s'était fait en 78 lorsque Gilles remporte le Grand Prix du Canada. Puis après ça, on se transporte
c'est ça, environ, en tout cas, quasiment une vingtaine d'années plus Oui, tard que là, on a un champion du monde, pas simplement. Puis c'est sans dénigrer là, ce que Gilles a accompli, parce que s'il n'y a pas Gilles, il n'y a pas Jacques, là, puis dans tous les c'est clair. contextes, ça se prête à. C'est vraiment important le rôle que Gilles a eu dans cette histoire-là, autant pour créer l'engouement de la F1 au Québec, l'engouement de la F1 au Canada et partout dans le monde. Donc ça, c'est super le fun. Je suis content que tu nous racontes un peu le parcours que tu as eu parce que ça vient créer encore plus un attachement à cet ouvrage-là, de dire le gars, il croyait tellement à son livre qu'il a sorti ses sous, il a fait un investissement, c'est pas évident. Faut que tu convainques aussi ton entourage aussi d'embarquer dans ce projet-là. Faut que tu aies des gens qui croient en toi, qui disent OK, oui, ça va fonctionner, les gens vont le raconter, puis au bout de la ligne, tu arrives justement au moment où c'est le temps de propager la bonne nouvelle, comme tu dis, c'est le bout le fun, là. Mais il y a eu énormément de travail pour ça. Donc, les gens qui veulent encourager ou soutenir les sacrifices que tu as faits pour offrir cet ouvrage-là, ben, c'est une bonne façon, premièrement, de se procurer une copie. Aujourd'hui, le plan, c'est on se paye un voyage en 1997. J'ai appelé Simon aujourd'hui, vous pouvez être assurés, François et Kevin. J'ai appelé Simon aujourd'hui, j'ai dit, mets du gaz dans DeLorean parce que faut pas qu'on en manque. On s'en va faire un tour du monde, on va se promener pas à peu près. Puis j'ai même eu le luxe de dire, mets un peu plus de gaz parce que je veux pas qu'on aille seulement en 97. J'aimerais ça qu'on fasse un petit détour avant d'arriver là. Puis si ce que Simon va débuter dès maintenant, qu'est-ce qui arrive pour que Jacques Villeneuve atteigne la Formule 1? Puis là, moi, je vais jouer à répandre les phrases populaires qu'on entend. Là. Ah, ben, c'est le fils à Gilles, fait qu'il y avait le nom Villeneuve, fait que c'est une même qui a atteint la Formule 1. Pas moi qui dis ça. Des fois, on l'entend. Donc, Simon, remets-nous en perspective qu'est-ce qui se passe là. Il n'est pas Ouais. encore en F1, il est dans les sous-catégories, c'est le fils agile, c'est à peu près tout ce qu'on sait de lui à cette époque-là. Qu'est-ce qui arrive dans le début de la carrière de Jacques? Est-ce que c'est un prospect prédominant? Est-ce que c'est un pilote qu'on voit venir, un genre de Kimi Antonelli, que le talent, ça vient sauter aux yeux ou il y a du travail à faire? C'est un diamant qu'il faut pas lire. Ouais, il a fallu le polir, le diamant, là. C'est un long travail parce qu'à 17 ans, Jacques Villeneuve ne se serait pas retrouvé au volant d'une Formule 1, ça c'est certain. C'est sûr que le nom Villeneuve, ça l'a aidé. Mais au départ, oui, tu sais, un Villeneuve, le fils de Gilles Villeneuve qui veut courir, OK, on va lui donner un volant. On va pas nécessairement lui donner le meilleur volant. On va l'envoyer en piste. Il a commencé ses compétitions en monoplace en F3 italienne. C'était quand même chez l'écurie Prema, donc c'est pas une mauvaise écurie. Non, Mais à encore cette aujourd'hui. époque-là, elle n'était pas parmi les meilleurs. Elle n'avait pas le bon châssis. Mhm. Donc, il roulait plus en queue de peloton. Et je me souviens même, j'ai pas l'année avec moi, mais il y a une année où il avait invité des Québécois à le voir courir à Monaco, puis il s'était pas qualifié. Ouh. Alors, vous comprenez que, il n'était pas dans la lutte pour la victoire nécessairement. Ça a pris du temps. En F3, ça allait pas très bien. À un moment donné, il a perdu ses commandites. Alors, il s'est retrouvé avec son désir de courir et pas de volant. Alors, et là, il y a eu une offre au Japon. Il a dû aller au Japon, ce qu'on peut imaginer. Il avait à peu près 20 ans. Donc, comprenez, là, on n'est pas dans le moule du jeune prodige, là, même si ça va venir. Donc, à 20 ans, il décide d'aller au Japon. Évidemment, il ne parle pas japonais, donc c'est quand même un gros défi. Bon, un Euh, moyen défi, oui. moyen défi, oui, effectivement. J'aurais même de la misère aujourd'hui à faire ça. Et il se lance. Et là, il se met à courir et il remporte des victoires. Et là, il grandit en tant que pilote. Et ça, à un moment donné, à Trois-Rivières, on a le flash de l'inviter parce que ça reste que là aussi, c'est là où le nom de Villeneuve l'a aidé. C'est Mhm. le fils de Gilles, le Grand Prix de Trois-Rivières, comme une communion évidente. Alors, on l'invite pour voir ce qu'il y a dans de quoi il est capable. Et c'est une époque où l'oncle Jacques gagnait souvent à Trois-Rivières, donc c'est sûr que c'était facile à vendre. Et ça se passe bien pour lui. Là, à partir de ce moment-là, la filière Players, parce qu'on se rappelle que dans le milieu des années 90, on est vers la fin du moment où les cigarettiers peuvent annoncer leurs produits. Alors, on saute sur l'occasion, on décide de financer sa carrière. Grosso modo, Players embauche Jacques Villeneuve, l'emmène en Atlantique, en Amérique du Nord, avec un plan bien précis. Formule Atlantique un an et tu t'en vas en série kart. Et c'est à partir de ce moment-là que Jacques est devenu vraiment bon, parce qu'en Atlantique, on s'attendait à ce qu'il soit champion, mais la lutte a vraiment été difficile et serrée parce qu'il s'est retrouvé dans une écurie avec Claude Bourbonnais, qui lui avait 28 ans, puis il a bien senti que c'était le moment ou jamais de se faire valoir s'il voulait aller en Formule Kart. Il fallait
grosso modo, qu'ils battent Villeneuve dans l'équipe, puis qu'ils le battent à plate couture parce qu'ils savaient bien que tout le mouvement marketing appuyait Jacques Villeneuve. Ça a été très serré. Il y a eu plusieurs victoires des deux côtés, Villeneuve, Bourbonnais. Ça a été vraiment une lutte au championnat qui a passionné le monde de la course automobile québécois. Ça, c'était à l'été 1993. Il y aurait d'ailleurs un incident au Grand Prix de Trois-Rivières qui a fait les manchettes beaucoup, beaucoup parce que les deux se sont accrochés. Et là, ça, c'est le classique de la course automobile. Les deux se sont bouffés des points, ont enlevé des points à l'autre, et c'est l'Ontarien David M. Pregan qui a gagné le titre à la fin de la saison avec beaucoup moins de victoires, mais il avait accumulé les résultats, puis ça, ça lui a permis de se faufiler. Reste qu'après ça, on a envoyé Jacques Villeneuve en série IndyCar pour la saison 1994 pour ses débuts. Et à partir de ce moment-là, il était lancé. Euh, il avait fait ses preuves, puis il allait continuer de les faire en IndyCar. Fait que c'est vraiment Trois-Rivières, un peu, ça vient boucler la boucle d'une certaine façon parce que c'est là que James Hunt avait découvert son père, Gilles, à l'époque. Il était Oui, retourné après ça en F1 puis avait passé le mot. Autant chez McLaren, c'était venu aux oreilles de Ferrari. On voit à quel point là, que le Grand Prix de Trois-Rivières, c'est important pour la course automobile au Québec. Puis justement, pour une chance de un tremplin. Il y avait bien sûr Players à l'époque. Je suis content que tu ramènes ça pour les gens qui n'ont pas connu cette réalité-là. Tu as bien fait de l'expliquer à quel point que quand on avait Players, ben, c'était possible d'avancer de l'argent et de donner des volants, parce qu'on peut dire des volants compétitifs. Hein. C'était des voitures qui étaient oui. compétitives, ce qu'on donnait du côté de Forsyth. À ce moment-là, on laissait la chance à des pilotes. Là, Jacques arrive aux États-Unis. Le nom Villeneuve, est-ce qu'il résonne autant aux États-Unis, même si on est rendu au milieu des années 90? Les gens, est-ce que connaissent encore Gilles? Est-ce que le lien se fait encore ou c'est un peu oublié? Oui, puis non. Les gens de course automobile connaissaient Gilles Villeneuve, bien sûr, sa réputation, savaient à quel point c'était un grand pilote. Il y avait aussi des pilotes qui étaient en IndyCar qui avaient couru avec Gilles en Formule 1. Bobby Rahal, Mario Andretti, quoi, qui venait de prendre sa retraite, là, mais est encore présent. Mhm. Donc, les vieux de la vieille connaissaient Gilles. Emerson Fittipaldi aussi avait fait. Bon. Mais dans le public général aux États-Unis, Gilles Villeneuve était vaguement connu, je dirais au mieux. Fallait vraiment être un amateur de course automobile pour savoir à quel point la légende de Gilles était vivante, parce que c'était plus en Europe, puis en Italie, entre autres, puis dans les pays où on s'intéressait davantage à la Formule 1. C'est assez récent là, que les États-Unis s'intéressent beaucoup à ce qui se passe en Formule 1. Ça date pas ça date d'il y a quelques années seulement. Il y a eu Donc, plusieurs tentatives, mais ça a oui, oui, fonctionné. oui, vraiment. C'est ça, c'est Mais, le coup dans le mille, il s'est donné avec Drive to Survive là, dans les dernières années. exactement. Puis là, on arrive, il participe dans sa série Indy, mais on parle toujours des Indy 500 parce que c'est la grande course. Fait partie, c'est une manche de la triple couronne. C'est immense gagner ça. Mais il y a eu quand même, il a gagné des courses avant de gagner celle du Indy 500. C'était pas sa première victoire en Indy. Non, non, c'était pas sa première C'est victoire. ça. Jacques Villeneuve a Cleveland et commencé. compagnie avant ça, là, il y a quand même eu des belles courses aussi, là. Ouais, ben en fait, en 1994, Jacques Villeneuve, le début de sa saison, c'était coup-ci, coup-ça. Mais OK. c'est vraiment au Indy 500, quand il a fini deuxième, derrière Al Unser Jr., où là, il s'est révélé au grand public américain. C'est comme, oh, il avait été nommé recrue de l'année du Indy 500 cette année-là, donc tout le monde était bien impressionné. Puis après ça, le reste de sa saison, ça s'est quand même bien passé, puis il a gagné une course, puis vraiment une superbe victoire à Elkhart Lake en 94. Là, en dernier, on décide de lui faire sauter un arrêt au puits. On compte sur lui pour garder juste assez d'essence pour se rendre à l'arrivée. Puis Al Unser Jr. sur une Penske qui l'attaque. Puis c'était vraiment un beau duel. Puis Villeneuve, il tient tête. Puis il gagne de justesse par une seconde à peu près. Là. Puis Puis Al Elkhart Unser, Lake, c'est un super circuit. Hein. Ça ressemble à un circuit de fin. Fait que c'est vraiment une belle victoire. puis Al Unser, pour mettre en perspective, c'est lui qui a gagné le championnat cette année-là aussi, là. C'est le champion de Ouais, la saison. Fait que c'est pas n'importe qui, là. Jacques réussit à résister aux attaques d'Unser, reste à l'avant sur un circuit, comme tu le dis, qui ressemble étrangement à des tracés en F1. Tu sais, si moi je suis dans une écurie d'F1 à ce temps-là où j'ai un podcast Formule 1, on commence peut-être, il y a peut-être un Kevin Fontaine ou un François Goulet à un moment donné dans un épisode qui commence à me dire le Québécois Villeneuve, là, il fait des belles affaires à Indy, il faudrait peut-être le surveiller pour la F1. Donc, est-ce que tu penses que c'est là que ça a commencé à attirer l'attention, puis qu'il y a peut-être des gens qui ont commencé à ouvrir leur téléviseur ou faire des voyages pour venir voir ce qu'il faisait, puis
peut-être commencé à semer le terrain pour l'emporter en F1 ou ça s'est fait un peu plus tard? Peut-être la F1, je dirais que c'est venu un peu plus tard. Là. OK. Ça a vraiment, l'étoile et Jacques Villeneuve a vraiment commencé à scintiller plus en 1995, mais déjà en kart Indy, sa réputation vers la fin de la saison 94 était faite d'un bon pilote qui est capable de gagner des courses si l'occasion se présente, puis capable de tenir tête au meilleur. C'est déjà un bon pas en avant. Et quand la saison 1995 commence, première course à Miami, c'est lui qui gagne. Ah. Alors là, déjà là, on commençait à le prendre davantage au sérieux. Après ça, si je me souviens bien, il y a quelques courses, puis c'est là que ça va gagner l'Indy 500 de la manière que vous connaissez. Ben Et ça, pour c'est ceux qui... important. C'est Oui, important d'en parler parce que tu le dis, euh, c'est pas toujours facile, puis c'est dans la manière que tu le fais, puis des fois, tu commences à montrer que tu as un certain talent, que tu es capable de prouver des choses, mais d'avoir 2 tours de retard dans une course comme les Indy 500, les chances ou les probabilités de remporter la course diminuent de façon plus que proportionnellement. ouais. Puis je veux juste faire une parenthèse parce que je sais que François suit beaucoup la Indy encore. François, est-ce que l'exploit a été reproduit? Puis je veux pas te mettre dans une mauvaise situation. Je te l'avais pas demandé d'avance, mais de mémoire, là, même si tu n'as pas la réponse exacte, est-ce que tu connais un précédent à ça, un pilote qui était 2 tours de retard à un certain moment puis qui réussit quand même à capturer les Indy 500, à gagner la course au bout de la ligne? J'ai pas de souvenir en tant que tel depuis cet événement-là que ce soit arrivé. C'est le genre de choses qu'on se souvient normalement, là. Tu sais, si c'était Oui, arrivé. ben, il y a peut-être un moment, tu sais, entre mettons Villeneuve, puis toute la fin du Champ Car, si on Mhm. veut, puis le temps que tout ça se regroupe, parce qu'il y avait l'Indy Racing League, il y a comme une scission entre les deux après, que je me suis un peu moins intéressé à ça, parce que le Champ Car était intéressant, puis là, il y avait moins de pilotes québécois, puis je suis revenu là-dessus un peu plus vers la fin des années 2008, 9, 10, en même temps que la F1, donc j'ai peut-être perdu un petit bout, là, dans le milieu 2005, plus ou moins dans ces eaux-là, mais revenir de 2 tours en arrière, j'ai pas souvenir, c'est pas quelque chose qui arrive souvent. Le seul qui a fait quelque chose similaire à ça, c'est Justin Allgaier en NASCAR l'année dernière pour remporter le Xfinity. Mais tu sais, ça prend de la chance, ça prend drapeau jaune. Tu sais, c'est pas juste en vitesse, mais ça te prend un petit peu de chance là, Oui, pour ben, il pouvoir faut que revenir les en arrière. opportunités se présentent, il faut que Ouais. tu les saisisses. Mais tu sais, c'est Simon, ça, il a su les saisir, puis c'était une course incroyable. c'est ça. Simon, j'ai fini ma parenthèse. Il est 2 tours en arrière. Personne pense vraiment qu'il va gagner. Il y a des gens qui vont faire autre chose parce qu'ils disent, bon, ça sera pas cette année. Finalement, les projecteurs tombent sur lui, il réussit à revenir puis devenir un prétendant à probablement remporter les Indy 500. Peux-tu nous remettre dans cette course-là un petit peu? Ah oui, tout à fait. Puis c'est vraiment une course passionnante. Puis pour moi, c'est une des belles victoires de Jacques là, dans tout son parcours. Euh, Villeneuve, il part de la deuxième ligne, il est sixième, si je me souviens bien. Donc, c'est des grilles où il y a trois voitures. Et là, bon, là, son début de course, il est là, il est parmi les meneurs. Sa stratégie, c'est d'être dans le top, puis d'éviter les erreurs, puis de voir comment la course se dessine. Alors, il fait ça. Et il se retrouve en tête, puis là, il y a un problème de communication, ou il y a un glitch avec son équipe, et il ne sait pas qu'il est en tête parce que c'est une période d'arrêt au puits. Et au même moment, il y a un accident, un drapeau jaune. Alors, la voiture de sécurité essaye de se placer devant lui, mais Villeneuve, dans sa tête, il n'est pas le meneur. Alors, il la dépasse. Il le fait une fois, il le fait une deuxième fois, puis là, c'est à ce moment-là qu'il comprend, où on lui indique que là, il faut Ah, qu'il pas se mette ça. derrière le safety car parce qu'il retarde la course. Et la sanction, puis ça, c'est à peu près au 40e tour. Donc, c'est pas une épreuve où Jacques perd 2 tours dès le départ, puis après, il y a 200 tours pour rattraper. Il y a à peu près le tiers d'épreuve déjà il y a le quart d'épreuve, on va dire ça, qui est passé. Alors, voilà, il se retrouve avec 2 tours de retard. Puis, quand on écoute la diffusion à la télévision, ils se disent, ah, c'est triste, mais oubliez-le, Villeneuve, il est perdu pour la journée. Puis, on n'entend plus parler pendant à peu près 100 tours. Puis, c'est correct parce que tout le monde pensait ça. Jusqu'au moment où, tout à coup, ah, ben, Villeneuve, il est 12e. Puis, ah, il est 10e. Puis, c'est là qu'on se rend compte que Colin, il pousse le gars. Non seulement il a repris un tour de retard, il en a repris un autre, il est revenu dans le tour des meneurs. Et puis là, il est 10e, puis il pourrait marquer des points qui, déjà là, c'est un grand exploit. Puis là, il est 6e. Là, il reste 25 tours. Là, il est rendu 4e. Il fait pas d'erreur. Ça se passe assez bien, quoique dans les puits, des fois, ça n'a pas toujours été facile pendant ce course-là. Mais c'était une course d'attrition, comme tous les Indy 500. Et là, tout à coup, ben, il est 3e. Il y a une bataille entre les meneurs, Scott Pruitt, puis Scott Goodyear, un autre Canadien. Pruitt s'en va dans le mur. Il reste 10 tours à peu près. Puis là, il y a un drapeau jaune
4-5 tours. Puis quand c'est le départ, Scott Goodyear fait l'erreur de sa carrière parce que Jacques l'a reconnu. Il ne croit pas qu'il aurait réussi à dépasser Goodyear, mais il a fait l'erreur d'aller dépasser la voiture de sécurité. Autrement dit, c'est donné un immense avantage en partant avant les autres. Puis là, il a mené les 5 derniers tours, sauf qu'on l'a pénalisé. Drapeau noir pour Goodyear, passe par les puits. Il refuse de le faire, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait comme s'il n'était plus là. On l'enlève des classements. Villeneuve se retrouve en tête. Il reste 3 tours. Il finit ça assez facilement. Il franchit la ligne d'arrivée à égalité avec Louis Dyke, qui est un retardataire. Et Jacques Villeneuve gagne l'Indy 500. Puis personne n'arrive à le croire. Comment un pilote qui était 2 tours de retard, qui a dû faire 2 tours de plus que tous les autres, comment il a fait pour se retrouver en tête et gagner la course? Incroyable. Incroyable, incroyable. Puis là, on le dit, là, pour les Indy 500, c'est une manche de la triple couronne. Il y a trois Mm. courses qui sont nommées dans cette triple couronne-là, bien sûr, c'est pour ça qu'elle porte ce nom-là. Et puis, c'est des courses prestigieuses. On a les 24 heures du Mans, le Grand Prix de Monaco et l'Indy 500. Donc, Jacques Villeneuve, on est en 1995, puis il remporte déjà, il y a déjà une manche de la triple couronne. Il est champion des Indy 500. Si les écuries de F1 en avaient pas entendu parler ou voulaient pas croire nécessairement au talent, selon toi, Simon Bachand, c'est là qu'ils n'ont pas eu le choix d'y croire que il fallait que Jacques Villeneuve vienne en F1. Est-ce qu'on a eu conscience dans ce temps-là? Il n'y avait pas les réseaux sociaux, on avait des journalistes qui couvraient le terrain un petit peu, mais est-ce qu'il y a eu une enchère? Est-ce qu'il y a plusieurs écuries qui se sont réunies pour parler à Jacques? Est-ce que Ferrari était là? Ou c'est simplement Williams qui a été devant un peu tout le monde et qui a cru en lui? Ben, ce qui s'est passé, en fait, c'est que pendant que Villeneuve court en IndyCar en 1995, il y a une saison de Formule 1 qui est plutôt ordinaire sur le plan sportif. Michael Schumacher, il domine tout. Puis chez Williams, on se pose des questions. Damon Hill, il a bien fait en 94 après la mort de Senna, mais là, il n'a pas l'air là, tu sais. Puis il se fait carrément battre par Schumacher régulièrement et au niveau mental, on sent qu'il n'est pas à niveau. Alors, chez Williams, on cherche des solutions. L'autre pilote, c'est David Coulthard, qui n'est pas vu comme nécessairement comme un champion à devenir, même si c'est un pilote tout à fait correct. Alors, puis Bernie Ecclestone, lui, il regarde le spectacle qu'il a à offrir, là, puis il se dit Schumacher, il est tout seul. Ferrari, à ce moment-là, ne sont pas vraiment performants. Puis Schumacher domine, puis si ça continue en 96, ça va être une autre domination de Schumacher, puis je vois pas ce qui va changer. Alors, tu sais, il manquait de vedettes, là. Il n'y avait plus de Senna, il n'y avait plus de Prost, il n'y avait plus de Mansell. Il manquait vraiment des éléments pour vendre la F1 là, partout sur la planète. Alors, c'est là qu'à peu près au même moment, Villeneuve gagne l'Indy 500. Et parallèlement à ça, Craig Pollock s'était rendu à Imola pour faire un peu connaître Villeneuve, puis tu sais, spinner son nom, là, comme on dit en bon québécois, puis s'assurer qu'on parle de lui, puis regardez Villeneuve, il se débrouille bien, puis il pourrait venir en F1 si ça vous intéresse. Alors, la rumeur commence à circuler, principalement à Montréal en 95, puis on se rappelle qu'en Atlantique, Villeneuve avait gagné la course sur le circuit Gilles Villeneuve, alors on se met un peu à rêver. Un autre Villeneuve en Formule 1, ça vendrait. Il ne faut pas oublier, parce que là, ça fait longtemps de tout ça, mais en 1995, ça fait juste 13 ans que Gilles Villeneuve est mort. Donc, son souvenir est encore très, très vif. Oui, Ça oui, fait pas oui. si longtemps que ça. Alors, il y a beaucoup de ça. Puis Williams, ben, se décide à lui offrir un essai au mois d'août, début août à peu près, à Silverstone. Il fait des temps presque similaires à ce que Damon Hill faisait. Puis, tu sais, j'ai-tu besoin de vous dire que Damon Hill, Silverstone, il connaît le circuit. Villeneuve, c'est la première fois qu'il tourne là. Alors, immédiatement, on a décidé de le signer pour 97, 96, 97 et 98. J'ai une petite question pour toi sur le fait que de commencer dans une écurie de F1 comme ça, mais c'est pas n'importe quelle écurie Williams, là. Je sais qu'aujourd'hui, les gens qui suivent la F1, Williams est en train de remonter. On espère retourner à cette belle époque-là, mais d'arriver et de commencer dans une écurie autant historique, Williams est une écurie de premier plan à cette époque-là. C'est sans précédent, ça, là. On le voit aujourd'hui, puis même là, des Kimi Antonelli qui commencent directement chez Mercedes, on voyait pas ça à cette époque-là en F1, là. Non, on voyait pas ça. C'est sûr que Villeneuve, vu qu'il avait couru en série kart et qu'il a gagné le championnat en 1995, puis gagné Indianapolis, il était déjà vu comme un des bons pilotes. Mais de commencer dans la meilleure écurie du moment pour faire tes débuts en Formule 1,
Je veux pas dire que c'était du jamais vu parce que ça s'était passé quelques fois auparavant, mais c'était très, 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 très rare. Souvent, on voulait que tu fasses une année, au moins une année, si c'est pas plus, même dans une écurie de Mhm. milieu de peloton, que tu apprennes à conduire une Formule 1, c'est différent qu'une voiture de série kart et que tu fasses ton apprentissage ailleurs. Donc, si on l'a emmené directement chez Williams, évidemment, j'ai raconté que chez Williams, on se posait des questions, mais c'est reste que c'était quand même immense, puis c'est une preuve de confiance envers Jacques, comme quoi on savait qu'il était capable de gagner des courses, il était capable de faire éclore son talent chez Williams, de mener cette écurie-là à la victoire. Et peut-être même, puis il y a certains qui l'ont dit après sa première course en Australie, qu'il avait le potentiel de devenir champion du monde dès 1996. Ça ne s'est pas produit parce qu'il a dû faire son apprentissage. C'était moins facile que prévu initialement. Mais il reste qu'il a réussi en 96 à pousser Damon Hill jusqu'à la dernière course pour que Hill puisse être couronné champion du monde. Donc, le Grand Prix du Japon fait 96. Donc, Villeneuve, dans la deuxième moitié de la saison, déjà là, son niveau de pilotage était en avant de celui de Damon Hill, je dirais. Il a surpassé Hill. Et c'est d'ailleurs pourquoi on l'a gardé pour 97 et on a décidé de tasser Hill chez Williams pour faire place à Heinz Harald Frentzen. Donc, c'est quand même pas facile, là. Williams, c'est une écurie britannique. Damon Hill, c'est un Britannique. Et on décide de s'en départir alors qu'il va devenir champion du monde parce qu'on dit ça nous prend Jacques Villeneuve. Puis on a décidé de faire confiance à Frenzen à la place de Hill. Donc, il fallait un certain courage chez Williams pour prendre cette Mhm. décision-là, de se séparer du champion du monde en devenir. Ça aussi, c'était une grosse histoire à l'époque. Mais oui, Villeneuve, dans l'écurie la plus performante du moment pour commencer sa carrière en Formule 1, comme je vous le dis, je ne veux pas dire que c'est du jamais vu, mais c'est vraiment unique dans l'histoire. Non, mais on pense à ça, là. On se remet, on est, admettons qu'on est en aujourd'hui, puis on verrait un Canadien non seulement débuter en F1, mais débuter directement chez McLaren, aller prendre le poste, je sais pas moi, de Lando Norris ou quelque chose comme ça, un Britannique, ça tombe bien. Ça serait immense, là. Ça serait très, très gros Ce pour serait faire géant. c'est ça, pour faire comprendre en perspective ce qui arrive. Fait que non seulement on avait confiance en Jacques Villeneuve, mais on croyait en lui. Et puis, il n'a pas déçu. Il arrive dans la voiture, il signe la pole la première fois. Donc, la question qu'on se demande toujours sur un pilote, c'est est-ce qu'il est rapide? Il a pas mal coché la grosse case en commençant, là. Quand tu prends la pole à ta première séance de qualification dans ta vie, première fois que tu es à bord d'un F1 dans un élément de compétition et non dans une période d'essai, que tu réussisses à mettre ton nom au-dessus du tableau, devant d'autres vedettes qui sont déjà là, tu annonces tes couleurs de la bonne façon. Donc, tout le monde est en confiance. Ils disent, on a fait un bon choix. Jacques Villeneuve, c'est l'homme de la situation. C'est lui qui va nous emmener à ce qu'on veut accomplir, c'est-à-dire gagner des championnats du monde. Donc, la saison 1997 débute. La pression est sur Jacques. Simon, est-ce que c'est la réalité? La presse britannique, comment comprend ça? Là, tu nous disais, le départ de Damon Hill, veut pas, c'est un Britannique, on la connaît. La fameuse presse en Angleterre, pis tout ça, elle est pas facile. Elle est pas facile avec les pilotes qui n'ont pas le fameux drapeau. Est-ce qu'on attendait Jacques avec une brique et un fanal? Ben, je dirais qu'en début de saison, d'une certaine façon, il y avait de la pression. Peut-être qu'une brique puis un fanal, c'était un peu trop fort, mais on laissait pas beaucoup de marge d'erreur, disons, à Williams. Puis Williams en a fait beaucoup des erreurs en début de cette saison-là, puis tout au long de la saison. Donc, c'est pour ça que ça a rendu l'atmosphère autour de l'équipe Williams pas mal lourde. Puis ça... Mais en début d'année, on se demande ça va être quelle saison qu'on va avoir, là. Un petit peu comme cette saison 2025 où on s'attendait à ce que les McLaren soient là. Mhm. Sachant pas trop, ça va-tu être Norris, ça va-tu être Piastri. Est-ce que ça va être un joueur extérieur comme Max Verstappen, par exemple, qui va gagner une course par-ci par-là? Et à l'époque, on disait ça pourrait être Schumacher et Ferrari, qui avaient bien terminé la saison 1996. Alors, en général, on Parlons-en. s'entendait pour dire ça va être une bataille entre les deux pilotes Williams, mais attention à Schumacher. Ben, parlons-en du parallèle que tu viens de faire avec 2025, puisque la nouvelle réglementation va arriver en 1998. Donc, c'est la dernière fois en 97 qu'on conduit ces voitures de cette génération-là. On prépare une assez grosse
réglementation, un gros changement. Max Mosley avait fait la conférence de presse, avait présenté les agrandissements, les dessins sur les nouvelles voitures. C'est pas tout le monde qui est d'accord de où on s'en va. Donc, ça passe un peu où ça casse pour Jacques Villeneuve et Williams, il y a beaucoup d'incertitudes pour l'année prochaine. C'est la même chose un peu pour tout le monde. Tout le monde pense qu'on a une bonne voiture, puis on va essayer de capitaliser sur cette dernière saison-là où qu'on est au point culminant, là, ce que les voitures, on comprend un peu cette technologie-là, on l'a développée, on a des évolutions. Fait que tout le monde a un peu des appréhensions en début de saison, puis on a un peu tous l'impression qu'on a une bonne voiture, là. C'est un peu ça? C'est un peu ça. Il faut aussi souligner que chez Williams, on était peut-être un peu naïf à l'époque parce que Williams gagnait depuis tellement longtemps qu'on ne s'attendait pas à ce que cette belle période-là se termine. Mais il y a quand même Renault qui avait annoncé, puis Renault, c'était le moteur à avoir dans le milieu des années 90, qui a annoncé que c'était sa dernière saison. Elle quittait la Formule 1 et avait tout gagné. Il n'y avait rien de Encore plus comme à réaliser. aujourd'hui. Une autre comparaison. Ouais, 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 mais Il y cette a beaucoup, fois-là, c'est ça, il y a beaucoup de parallèles, ouais, puis oui, effectivement, tu as raison. hein? Et il y a Adrian Newey, un nom qui est encore en F1 aujourd'hui, connu, qui avait quitté, fin 96, il avait quitté Williams pour s'en aller travailler pour McLaren. Il avait dessiné la voiture que Jacques allait conduire durant la saison, mais il n'allait pas être là pour la peaufiner et l'améliorer pendant la saison. Alors, ça laissait un point d'interrogation, mais en début d'année, on se disait, Williams sont tellement bons depuis tellement longtemps qu'on ne voit pas vraiment comment cette période-là peut se terminer. Pourtant, c'est leur dernière vraie grande saison. Moi, dans ton livre, là, quand je dis qu'il faut lire parce qu'il y a des détails on se remémore, des choses qui nous avaient échappé, lorsqu'on retourne à cette saison-là, bien sûr, Jacques, c'est le gentil. Parce que on est au Québec, on prend pour lui, il y a, mis à part peut-être des petits coins dans Saint-Lô-Nord que Ferrari était plus fort, là. Je veux pas parler pour tout le monde. Je pense qu'il y avait quand même énormément de fans de Ferrari au Québec encore. Mais on a tendance à mettre Jacques comme étant le gentil dans cette histoire-là avec la fin. Mais tu expliques dans ton livre, puis tu m'as déjà mentionné dans les conversations, que ça n'a pas toujours été le cas, là. Au début de la saison 97, Michael a quand même la faveur populaire. Ben, oui, parce que Schumacher, quand il a décidé d'aller chez Ferrari, c'était une immense décision. Puis ça me fait toujours un peu rire quand je vois des parallèles récents qui ont dit que Hamilton, qui a décidé d'aller quitter chez Ferrari, c'était le plus grand changement de siège de l'histoire de la Formule 1. C'est parce que revenant en arrière, là, puis Ouais. Michael Schumacher qui décide d'aller chez Ferrari, c'était une immense nouvelle. Parce qu'à l'époque, Ferrari cherchait à gagner un premier championnat depuis 1979. Puis moi, j'en suis venu à la conclusion que c'était Luca Di Montezemolo, le grand patron, qui lançait ça dans le public en disant c'est pas vrai qu'on va se rendre à 20 ans sans titre, on va en gagner un bientôt. Puis il mettait beaucoup de pression sur toute l'équipe Ferrari, Jean Todt et tous les mécaniciens italiens, évidemment. Donc, on a signé Schumacher à grands frais, puis Schumacher s'est lancé le défi de ramener Ferrari au sommet. Et en début 96, à ce qui paraît, la voiture allait vraiment pas bien. Et en Mhm. fin de saison, on gagne des courses quand même. Quand Williams l'échappe, c'est Ferrari qui ramasse le ballon avec Schumacher. Donc, en 97, on dit, il va en gagner quelques-unes. Voyons voir où ça nous mène. Puis là, ce qui arrive, c'est que la cinquième épreuve de la saison, avant ça, tu sais, ben, Williams gagne, Villeneuve gagne des courses, il en a gagné deux, en fait, au Brésil et en Argentine, puis Frenzen a gagné à Imola. Il y a juste la première en Australie où c'est Coulthard sur McLaren qui avait gagné. Mhm. Donc, c'est à peu près la saison à laquelle on s'attend. Mais à Monaco, ça a été une épreuve terrible, vraiment terrible pour Williams. On a cafouillé dans le choix de pneus parce qu'on a décidé de partir dans une épreuve à Monaco sous la pluie avec des pneus pour le sec. Allez pas chercher à comprendre. Je vous fais une petite histoire rapide. Jacques Villeneuve était qualifié troisième. Il était en dessous d'un arbre sur la grille de départ, puis il y avait moins de pluie que les autres. Fait qu'on a décidé de le mettre sur des pneus secs. Et même chose pour Frenzen, qui avait la pole, en soit dit en passant. Ouais. Et là, écoute, c'est sûr que toutes les autres équipes avec des pneus pluie ont traversé les Williams qui avaient l'air vraiment maladroites sur le circuit de Monaco avec des pneus secs sur une piste mouillée. Schumacher s'est envolé, a gagné la course de façon merveilleuse. Et là, il y a des gens qui ont commencé à regarder ça dans l'univers de la F1 puis ils ont dit, coudonc, c'est peut-être possible. Puis Williams, comment une équipe qui est supposée d'être championne du monde peut faire une gaffe terrible comme celle-là. C'était inexplicable. Tu sais, on avait de la misère à comprendre ce qu'il avait voulu faire véritablement. Mais même Williams avait de la misère à l'expliquer après coup. On a compris par après, là, mais sur le coup, on était sous le choc.
Donc, on se disait, ben là, si Williams est si mauvais que ça, au point de prendre une si mauvaise décision, peut-être quelqu'un d'autre qui va pouvoir gagner, qui va pouvoir leur faire la lutte. Puis là, Schumacher et Ferrari, ben, c'était vu comme un vent de fraîcheur. Il y a beaucoup de gens qui ont décidé de ranger leurs allégeances de ce côté-là. On va faire une petite parenthèse Oui. sur Monaco parce que je pense que tu touches vraiment un point important. C'est vrai que c'est vraiment le point tournant de la saison où on commence à croire que Ferrari est probablement un prétendant. Au début de la saison, on les voit pas beaucoup. Leur voiture, c'était la F310, après ça F310B plus tard dans la saison. Donc, on modifiait beaucoup la voiture, on avait du budget, il n'y avait pas de plafond budgétaire à cette époque-là. Même si on fait beaucoup de parallèles avec maintenant, ça, c'est une situation qui est complètement différente. Le fait qu'on avait le mulet, ça, c'est un mot qu'on Oui. n'entend plus, là. Maintenant, les gens qui viennent de commencer à s'intéresser à la F1 vont, pour eux autres, un mulet, là, c'est une coupe Longueuil, là. C'est un molette, là, tu sais. Fait que, on va prendre le temps de l'expliquer si tu veux bien, Simon, parce que Oui. Michael, avant la course, avait deux voitures de près. Il y en avait une qui était en configuration pour le sec et il y en avait une autre en configuration pour la pluie. Donc, il regarde le ciel, voit les nuages, sort son petit doigt, mouille un peu, regarde un peu avec le vent, un grand météorologue, ce Michael, et il part à courir, embarque dans le mulet qui a déjà des pneus de pluie, puis c'est ça qu'on va positionner sur la grille. Tu veux-tu replacer les gens en perspective? Pourquoi que c'était un avantage, puis comment ça, il avait droit à ça? Ben, en fait, en plus, c'est un double avantage parce que chez Ferrari, le mulet, on le réglait toujours au goût de Michael Schumacher parce que Mhm. toute l'équipe Ferrari, incluant ce que faisait Eddie Irvine en piste, était centrée pour aider Michael Schumacher. Normalement, à l'époque, le mulet, ce qu'on faisait, principalement chez les écuries britanniques, c'était une course qui est réglée au goût de Villeneuve, puis la course suivante est réglée au goût de Frenzen ou Damon Hill ou peu importe c'est qui le coéquipier. Et puis là, on alterne comme ça jusqu'à temps que la situation en appelle autrement plus tard dans la saison, par exemple, s'il y a un pilote qui est mieux placé dans la course au titre. Alors, Schumacher avait non seulement l'avantage d'avoir un mulet, mais il y a l'avantage, ils ont pu se permettre d'avoir le luxe. On va pas prendre de chance, on va le régler pour la pluie. L'autre voiture est réglée pour le sec, puis on va prendre celle qui convient le mieux. Alors que Jacques Villeneuve, je me souviens plus si le mulet était réglé à son goût pour cette course-là ou Frenzen, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un des deux qui n'avait pas ce luxe-là. Il n'y a pas Alors, ça. Puis c'est là, ça. la Ferrari a créé à la base, oui, on connaît bien le personnage Ross Brown, plus tard l'écurie Brown GP, bien Oui. sûr, mais à la base, cette voiture-là, elle a été designée par John Barnard. John, Hmm. lui, au début, c'est lui qui a fait la voiture. Ça, il se passe un transfert de pouvoir un peu. Ross Brown rentre en poste, c'est sa première saison. Barnard, finalement, va quitter pour aller chez Arrows. Et les évolutions au cours de la saison qui vont suivre, c'est vraiment le début du travail de Ross Brown. Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est comme Oui, ça que ça s'est passé? effectivement. Ouais. Brown a pris un travail fini, si on veut, là, la 310B, puis là, il s'est dit, il s'est gratté la tête un peu, puis il s'est dit comment on peut l'améliorer, puis en cours de saison, pour croire que ça a réussi parce que l'équipe s'est mise à vraiment mieux performer. Puis on a tendance à l'oublier, là, mais je pense que vers le milieu de l'année, là, il y a quelques grands prix où la meilleure voiture du lot s'était rendue la Ferrari. C'était plus la Williams. Donc, il l'a vraiment considérablement amélioré en peu de mois. Je veux juste souligner que Barnard, c'était quand même un des grands noms là, de l'ingénierie de Oui. la Formule 1 des années 80. C'est juste que lui, il voulait travailler à partir de chez lui en Angleterre. Il ne voulait pas aller en Italie. Puis quand on a embauché Schumacher, il voulait avoir son équipe autour de lui, proche de lui, leur parler quand il avait envie de leur parler. Donc, c'est une des raisons principales pour qu'on est allé chercher Ross Brown, qui avait envie d'un autre défi là, après avoir gagné chez Benetton. Il avait envie de déménager. Donc, Oui, on retourne à Monaco. Pour les gens qui veulent voir de la course automobile impressionnante, on a parlé bien sûr des avantages que Michael avait, sauf qu'après ça, c'est vraiment la magie du pilote qui est rentré en action. On parle de 22 secondes de différence après 5 tours. Bien sûr, il avait les bons réglages, il avait la bonne voiture, mais c'est un gros impact quand même. C'est vraiment une leçon là, qu'il donne sur le circuit. oui, Son contrôle, sa maîtrise. Il s'est même permis à m'emmener un tête à queue là, vers la fin de l'épreuve, puis il peut retourner en piste, puis ça l'a quasiment pas déstabilisé, là. Il a pu aller jouer dans la boîte à un moment donné, là, tu sais, puis oui. revenir, puis il était correct. Donc, il était vraiment dans un monde à part. Ça lui donne énormément de confiance, mais surtout, il quitte Monaco 24-20 au classement des pilotes. C'est encore là, mise en perspective, 24-20, tout le monde fait, ben voyons donc, on est rendu à Monaco, c'est juste ça le pointage, c'est quoi qui se passe dans cette saison-là, c'est qu'on donnait seulement 10 points à cette époque-là pour une victoire. Donc c'est pour ça que c'est pas des hauts pointages. Mais quand même, vous voyez que
Simon avait raison de nous emmener là. C'est vraiment un transfert de pouvoir qui se fait et Ferrari n'est plus juste prétendant, mais maintenant en tête du championnat avec Michael. Effectivement. Et puis là, Villeneuve remet un peu les pendules à l'heure en Espagne, il gagne la course et après, on arrive à Montréal. Et là, Villeneuve, ben, Kevin, il a fait allusion tantôt, puis moi, j'étais dans les estrades, puis je m'en souviens. On Toi, a tu de l'as la misère vécu. à croire que Villeneuve puisse faire une erreur comme ça, mais il sort de piste dans le premier tour, puis là, tout le monde s'arrache les cheveux, incluant le pilote. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est ça. Villeneuve a fait une erreur de pilotage, tout simplement une erreur très bête. Peut-être rappeler rapidement aux gens, sans qu'on s'épuvarde trop là-dedans, c'est que Villeneuve avait un conflit avec la FIA, les autorités sportives à l'époque, parce qu'il s'était prononcé contre les règlements à venir en 1998. Ouais. Villeneuve étant Villeneuve, il a employé les termes crus. On a voulu y passer un savon, puis on l'a forcé à retourner à Paris pour la journée du mercredi avant le Grand Prix du Canada, puis de revenir après à Montréal pour disputer la course. Donc, il était quand même fatigué, le pilote. Il n'était pas à bonne place mentalement. Puis il y a un point qu'il faut souligner avec Montréal. Puis c'est quelque chose d'important. Moi, j'ai pas toute l'histoire, là. On retourne, là, j'ai 9 ans. Oui, maintenant, on a des choses pour se remettre à jour. J'ai eu ton livre aussi qui est excellent pour ça. Mais il y a une histoire de pneus, là. Michael Oui. Schumacher, puis ça, c'est assez invraisemblable. Pour les gens aujourd'hui encore là qu'on suit la F1, imaginez que ça arrive en 2025. Michael a eu plus de pneus pour le week-end. C'est pas confirmé parce que l'ingénieur qui était responsable de ce dossier-là chez Ferrari, un certain Stefano Domenicali, Qui est hein, président de la Formule 1 aujourd'hui. oui, Encore des liens. Il y en a plein de ouais, liens. c'est ça. Donc, à ce qui paraît, il aurait fait une erreur dans le relevé là, qu'il aurait mis à la FIA, puis bon, on a décidé de passer par-dessus ça. Mais Hmm. donc, on a jamais le fond de l'histoire, mais la rumeur était très forte. C'est que Schumacher aurait eu 31 pneus pour son week-end au lieu des 28 réglementaires. Quand Et si même. vous pensez que ça ne fait pas une différence, je vais juste vous dire qu'il a volé la pole à Villeneuve à la toute fin de la séance et qu'on peut penser que Villeneuve ne serait pas sorti de piste aussi bêtement s'il était parti de la pole et gardé la tête au départ de la course. Alors, oui, ça change des choses et ça a possiblement modifié le parcours de la saison, ça aussi. Mais Imagine Kevin, on fait un épisode un lundi ensemble. Parce que je veux parler à Kevin. Kevin, il est oui, encore là, il écoute. allons-y. Il y a un Très popcorn, attentif. il y a un popcorn, une slush. D'après moi, il est là depuis tantôt. Kevin, Oui. imagine, là, on fait un épisode retour sur un Grand Prix, puis on réalise que, je sais pas moi, Lando Norris a eu plus de pneus que tout le monde, puis il a gagné la course. Imagine le scandale. Ouais. Méchant scandale. Puis c'est sûr que ça va faire jaser. Ça va faire jaser au F1 Podcast. Ça va faire jaser dans la communauté Formule 1 aussi. Mais c'est ça. Puis écoute, quel, euh, quel moment terrible pour Villeneuve, surtout devant l'essai, là, de perdre la maîtrise comme ça de sa Williams, de se mettre dans le mur. Là. Comme j'ai dit, c'était une douche froide pour tous les partisans. Là. J'imagine Simon qui était sur place à voir ça aussi. Là, Incroyable. ça a dû être assez incroyable, mais de la mauvaise manière. Mais Kevin, on est bon, nous autres, pour trouver le positif dans tout, OK? Ouais. Oui, Jacques, il y a du monde comme Simon qui ont payé pour le voir performer, le voir dans une compétition pour le championnat du monde. François était peut-être quelque part dans le coin de Québec, dans un bar avec des chums pour la première fois à 15 ans. J'avais pas l'âge. À 15 ans, j'en doute. Ouais, on te mettra J'étais pas dans dans mon le trouble. salon, je te le On dis, te- j'étais dans mon salon, ça me OK, crevait on le va te cœur. croire, J'étais on comme, va te croire. Puis Kevin, c'est ça, toi, t'es là, t'ouvres la télévision pour la première fois, mais on s'en doutait pas, mais il allait avoir une révolution dans le domaine de la coiffure suite à cet incident-là, parce que c'est là, genre, il a décidé Oui. de mettre ses cheveux blonds. C'est là, Simon, qui a C'est décidé? après le Grand Ouais. Prix du Après, Canada, ouais. effectivement. Il est arrivé à Magny-Cours. La course suivante, c'est le Grand Prix de France. Il est arrivé à Magny-Cours. Puis là, il est arrivé avec les cheveux bleachés. Puis pour une raison que j'ai toujours de la misère à comprendre, tout le monde était renversé ou comprenait pas ou était fâché. Puis c'était comme inimaginable qu'un pilote décide de se faire teindre les cheveux en En blond. bleach. Une Ouais, c'est ça. révolution capillaire au Québec, parce que là, j'ai une autre question, puis là, ça va s'adresser à François puis à Simon. Lequel de vous deux a succombé à cette mode-là? Moi, j'ai l'impression que c'est François, là. Il avait l'âge, lui, d'aller se faire bleacher en blond. Non, sa mère voulait peut-être pas. Simon, de base? Simon, t'étais-tu Non, en... aucunement. mauvaise, aucune de ces réponses parce que j'ai toujours eu les cheveux quand même assez très courts et rasés. Donc, je n'ai pas succombé à ça et j'ai pas succombé à la mode quand c'est Eminem qui avait la même Ah oui, type il y de a eu Eminem coiffure. plus Donc, tard, c'est vrai, c'est ouais. vrai. Bon, ben, en tout cas, Mais Jacques Villeneuve avait aussi fait une teinture rose l'année suivante aussi. oui, écoute, Ça a été j'avais... assez étonnant.
hein? C'est drôle, quand il a parlé de ça, j'ai dit, mais il semble qu'il a eu rose un peu. Ouais. Puis j'étais là, peut-être que j'ai pas osé en parler. J'ai dit, mais il semble c'est peut-être rêvé à ça, ils vont rire de moi, mais c'est vrai qu'ils a eu rose, t'as Ouais. raison, Kevin. Fait que Ouais. là, Kevin en parle, je me dis, je suis pas fou, on n'est pas deux à avoir rêvé à ça. Ben, Fait qu'en ça tout cas, doit être vrai. Ça me revient pas, les gars. ouais, mais en tout cas, c'est un grand manque dans ton livre, ça, Simon. OK. Écoute, je m'en allais te donner 5 étoiles, là, mais là, Quatre et écoute, demi. je te laisse continuer avec ça. On arrête de niaiser avec les couleurs de Ouais. cheveux parce qu'on a plein Bon, de sujets écoute, bien plus ben, je peux intéressants. juste pour terminer là-dessus, Murray Walker, là, légendaire des scripteurs, à quelque part, pendant le Grand Prix de France, il disait, où Villeneuve faisait très mal en piste par ailleurs, là, il disait, il y a plusieurs gens de la F1 qui disent que c'est parce que Villeneuve, les cheveux, il avait blanchi à la suite de son accident de Montréal, qu'il voulait cacher ça. Ah, c'est peut-être. Moi, je pense qu'il en perdait plus qu'il blanchissait, là, Ouais, je mais. pense que c'était ça la vraie raison. On voulait juste amener le regard ailleurs, mais bref. En France, c'est une domination de Ferrari. Michael Schumacher domine la course. Puis, tu sais, Villeneuve, quand je vous disais qu'il y a des endroits où il aurait pu aider sa cause, c'est que rappelez-vous que Panis a été blessé à Montréal, s'est cassé Oui. deux jambes. Mhm. Puis Villeneuve, d'une certaine façon, je pense qu'il craignait que là, Max Mosley se lance dans des nouvelles mesures pour améliorer la sécurité, puis vienne nuire à son plaisir, au plaisir que Jacques avait en piste à rouler rapidement. Puis là, il s'est mis à dire, c'est mieux décrit dans le livre, là, mais grosso modo, ce que les gens avaient perçu, c'était que c'était pas grave si Panis était blessé, puis qu'il y en avait souvent des accidents, qu'il fallait apprendre à vivre avec ça. C'est pas ça que Jacques a dit, mais ça a Ah. été perçu tel quel. On arrive chez les Français en plus. Puis là, ça a été très mal reçu. Alors Villeneuve, tu sais, c'était plus l'homme le plus populaire du paddock, pas du tout. En plus de ça, en piste, ça se passe pas bien. Alors là, il y a beaucoup de monde qui commence à dire ben, que Schumacher, c'est vrai, il domine la course parce que là, il va peut-être pleuvoir, il va peut-être pas pleuvoir, on ne sait pas trop. Alors, qu'est-ce que Williams fait? Ils sont encore paralysés par leur erreur bête de Monaco. On va mettre des réglages mi-soleil, mi-pluie, puis on Hmm. va s'ajuster. Fait que, écoute, ils sont fait dominer. C'est le point final. C'est une mauvaise idée. On n'a pas pris de décision, puis on a terminé loin de Schumacher, qui a gagné la course. Et là, on se posait bien les questions. Villeneuve, par contre, s'est repris en Angleterre en allant chercher une super victoire. Avec un peu de chance, oui, mais il menait la course au départ. Il s'arrête au puits pour changer de pneu. Et là, il perd 33 secondes parce qu'on n'est pas capable d'enlever une roue. Alors, vous comprenez qu'il était en furie avec toute la pression qu'il y avait par la presse britannique. Il fallait qu'il gagne à Silverstone. Frank Williams avait dit ça. Si on ne gagne pas à Silverstone, on ne sera pas champion. Alors là, il repart, tu sais, le couteau entre les dents, puis il remonte un peu à la manière au Indy 500. Il remonte le peloton. Et évidemment, il bénéficie aussi des abandons en avant de Schumacher et de Hakkinen Hakkinen, oui. pour aller gagner la course. Puis là, il y a eu une suspension par rapport à ça ou des spéculations, des histoires. Il a-tu eu sa suspension finalement? Parce que c'est après on lui reprochait quelque chose derrière la voiture de sécurité, les drapeaux jaunes. C'est quoi cette Ça, partie-là de c'est plus l'histoire? loin en saison. C'est OK. que tout au long de la saison, Villeneuve, il y a eu des suspensions avec sursis parce Mhm. que c'est arrivé quelques fois où il y avait des incidents pendant les essais. Il y avait une voiture rangée en bord de piste. Et à l'époque, là, c'était pas comme aujourd'hui. On n'arrêtait pas les séances d'essais. Tu sais, on peut se rappeler ce qui s'est passé en Allemagne avec Kimi Antonelli où il était loin dans le bac à sable. On a quand même sorti la voiture de sécurité. Oui. Mais là, si c'est dans une séance d'essai, on n'arrête pas. À cette époque-là, on met le drapeau jaune, puis les voitures continuent de tourner. Et ajustez-vous, les boys. Mais Villeneuve, lui, ralentissait pas. Et là, on regardait la télémétrie, puis dit, ben, il n'a pas ralenti. Il a fait son meilleur tour à ce moment-là. Ça marche pas. Fait que là, c'est arrivé quelques fois, on le suspendait avec sursis. Ça veut dire que si on te reprend en faute, ben là, tu vas perdre une course pour vrai. Et OK. là, finalement, c'est plus tard en saison au Japon où il a encore été, on va le dire, négligent. Et là, ça lui a coûté sa participation au Grand Prix du Japon à un moment capital parce qu'il aurait pu remporter le championnat du monde, là, le clincher en bon québécois, à ce moment-là. Mais comme il a été suspendu pour la course, ben, même s'il a pris le départ parce qu'il avait décidé d'aller en appel, après coup, on a retiré sa participation. Ça a permis à Schumacher de gagner la course et c'est là où Schumacher menait le championnat du monde par un point en se présentant au dernier Grand Prix de la saison à RS. OK. Là, Simon, tu as mentionné qu'il a fait quelques erreurs dans la saison. Oui, Michael, qui est reconnu comme étant l'un des meilleurs pilotes de tous les temps, c'est prouvé aujourd'hui avec tous les championnats qu'il a accumulés. Il y a des moments dans la saison aussi où ce que lui a échappé sa voiture ben ou a oui. échappé des opportunités, notamment lorsqu'on est arrivé en Hongrie.
on le dit depuis le début de la saison, cette voiture-là a tendance à faire du survirage, on a tendance aussi à avoir un problème d'équilibre. Donc, on apporte une révolution. C'est pour ça qu'on ajoute la lettre B à la fin de la voiture. Là. Dans le fond, c'est comme une deuxième version de l'auto. Et ça se passe pas comme prévu, là. Michael rate une belle opportunité d'accumuler des points en Hongrie. Absolument. Puis avec le recul, il aurait probablement gagné cette course-là. Course que Villeneuve a gagnée. Fait que donc, il a laissé des points à son adversaire. Oui, parce que c'est une innovation où il pouvait modeler la voiture, si tu veux, mettre un peu plus de poids où il voulait. Mais il y avait juste un exemplaire de ce modèle-là. Et à cette époque-là, on tournait le dimanche matin. On appelait ça un warm-up. C'est juste une petite demi-heure là, pour se familiariser encore avec la piste puis faire les derniers réglages. Il est allé dans le mur, il a brisé la voiture. Et là, les mécaniciens de Ferrari n'ont pas eu le temps de la réparer à temps pour le départ de la course. Donc, il doit prendre le départ avec le fameux mulet. Et on se rend compte aussitôt que la course commence que le mulet mange les pneus. Donc, il n'est pas capable d'aller assez vite. Et même Damon Hill le dépasse, donc sur une pénible Arrows à ce Mhm. moment-là. Mhm. Damon Hill le dépasse, prend la tête de la course. Puis là, Schumacher arrête 4 fois au puits pour changer de pneu. Donc, il n'est pas compétitif. Mais s'il avait eu sa voiture, sa F310B, il y a des bonnes chances de croire qu'il aurait gagné la course. Donc, ça, c'est une erreur importante de Schumacher durant cette saison-là. Il y en a une autre en Argentine où là aussi, il aurait pu gagner la course, mais il a pris un mauvais départ puis s'est accroché avec Rubens Barrichello. Abandon. Puis quand tu regardes la suite des choses, parce que Villeneuve était vraiment mal en point pendant cette course-là, on peut penser que Schumacher aurait gagné la course. Donc, se faire dépasser par une Arrow, c'est l'équivalent de se faire dépasser par une stack Sauber dans une ligne droite un peu. Est-ce qu'on Je te peut. dirais que c'est pire. C'est pire. Bon, fait C'était que, OK. pire, ouais, parce que la Arrows avait failli pas se qualifier en début de saison. Mais elle Mhm. s'était améliorée là, avec l'arrivée de Mhm. Barnard, entre autres. Là, mais au début, c'était vraiment pénible. Puis une chance qu'il y avait Damon Hill pour bien faire à son volant. Mais le parallèle, il est pertinent. OK, parfait. Fait que là, on arrive, Michael échappe des points, Jacques en a Oui, échappé à quelqu'un un moment. C'est pas toujours juste la faute à Jacques, comme tu dis. Williams a ses torts là-dedans aussi, des mauvaises oui. évaluations, des mauvaises stratégies. Là, est-ce qu'on peut se diriger tout de suite vers le Grand Prix d'Airez ou tu avais d'autres petites places que tu voulais nous emmener Ben, avant ça? allons-y, parce que je Ouais. sais que le temps passe, puis il faut prendre le temps de parler Erez. Mais effectivement, ce que je peux dire, c'est que la saison se poursuit, Williams continue de faire des gaffes, Villeneuve aussi, Schumacher, quand il peut, y éblouit. Puis il y a encore beaucoup de gens qui le voient en champion du monde, puis qui pensent qu'il va réussir le grand coup. Jusqu'à possiblement au moment du départ du Grand Prix, au Où ce que Grand Prix tout du le monde a Luxembourg. eu, où ce que tout le monde a eu la même qualification, là. Trois voitures, ça c'est le samedi, tout le monde fait une 21 072. Ouais, Donc on a Schumacher, Villeneuve et Franzen qui ont les trois le même temps. C'est aussi un Grand Prix qui était supposé d'avoir lieu au Portugal, qui a finalement été transféré en milieu de saison. On se ramasse à Jerez. Donc ça a pris un peu ouais. tout le monde par surprise, mais c'est pareil pour tout le monde. Et là, on a une triple égalité en qualification. Et on arrive au moment de la course, là, que là, on va jouer le championnat à ce Grand Prix-là. Il y a énormément de tension là, tout au long du week-end. Hein. Ouais, c'est clair. Puis chez Ferrari, tu sais, on attend ça depuis 17 ans, 18 Mhm. ans. On pense qu'on va gagner le championnat. On pense que c'est vraiment cette année-là que ça se passe pour vrai. Alors, on mettait le paquet et la pression était très forte sur Villeneuve. Puis là, mauvais départ de Villeneuve. Puis c'était pas son premier mauvais départ de la saison, là. C'était récurrent. Il y en avait souvent. Mais ça s'était amélioré en fin de saison. Puis il réussit Bon, il avait réussi à améliorer ses départs, mais pas là. Pas pour la dernière course. Donc, Schumacher prend le meilleur départ. Frenzen même dépasse Villeneuve. Après quelques tours, Villeneuve leur dépasse. Et là, c'est course-poursuite entre les deux pour la tête de la course et le championnat du monde. Et ce qu'il faut remettre en perspective, c'est qu'avant la course, le clan Villeneuve, évidemment, mais aussi d'autres gens de la Formule 1 se remémoraient comment ça s'était terminé en 94, donc il y a 3 ans plus tôt, Mhm. Avec quand Damon Hill. Schumacher, on le sait maintenant, a sorti Damon Hill, il a fait par exprès pour le sortir de la course en Australie pour gagner son premier championnat par 1 point. On se disait, la situation est similaire. Puis en plus de ça, Schumacher l'avait déjà fait aussi en F3 à Macao contre Hakkinen. Donc, tu sais, Mhm. il y avait un historique assez fort. On se disait, est-ce qu'il va faire ça encore? Puis tout le clan Ferrari, puis Schumacher disait, ben non, voyons, Michael veut gagner en sportif. Sauf qu'au 48e tour,
Villeneuve il est rendu, puis il dit, moi, c'est maintenant ou jamais. J'ai mes pneus frais. Et si j'attends trop, je vais perdre ma fenêtre de performance. Puis en avant de lui, il y a un Schumacher. Puis Eddie Irvine va dire plus tard que Schumacher, il dormait, mais il a été surpris. Puis Villeneuve, il plonge. Puis là, la réaction naturelle de Schumacher, la première microseconde, c'est il se tasse pour éviter le contact, mais après coup, il se rend compte de ce qui se passe. Wow, je me fais dépasser. Donc, il braque le volant complètement. Il barre les roues pour essayer de sortir Villeneuve de course, mais il frappe le ponton au milieu. Puis là, c'est Schumacher qui ramasse le coup. Il se trouve déporté. Puis il se ramasse dans le bac à sable. Il est pris là. Puis il lui demande d'être poussé, puis les commissaires espagnols, ils n'ont pas le droit. Puis ils disent non, tu restes là, mon homme. Puis Villeneuve, il continue, fait bien attention à sa voiture, il s'assure de terminer la course. À la fin, il laisse passer là, les McLaren. Ce qui est important, c'est qu'il continue jusqu'à la troisième place et il gagne le championnat du monde, une manœuvre renversante. Et c'est cette manœuvre-là et le geste de Schumacher intentionnel et aussi sa réaction de nier au départ qui fait en sorte que là, oups, on se remémore à quel point Jacques Villeneuve est un pilote magnifique, à quel point il est capable de superbes tentatives et superbes manœuvres de dépassement quand il en a besoin, que c'est un vent de fraîcheur qu'on l'avait oublié. Ça, c'est le Jacques Villeneuve qu'on connaît. Et Schumacher, c'est lui qui se retrouve dans le poste, dans le rôle du mauvais garçon pour toute l'intersaison 97-98. Donc 81-78 le score final, mais ça devient 81-0 puisqu'on retire tous les points de Michael à la fin de la saison. Ouais. On le disqualifie complètement du championnat. Donc c'était un peu symbolique puisque ça changeait rien, là, à C'était part symbolique parce que symbolique. Ecclestone il a dit je veux bien croire, là, mais vous ne me priverez pas de Michael Schumacher pour les grands prix que j'ai à vendre au début de l'année 98. Mhm. Donc, c'est une façon qu'on a trouvée pour le punir sans vraiment y faire mal, là. Sans vraiment y faire mal. Mike, je le dis souvent, puis je veux le répéter encore, mais Jacques Villeneuve, c'est un champion du monde. Je veux pas enlever de la valeur à certains titres parce que c'est comme ça. Tu gagnes, des fois tu gagnes avec beaucoup d'adversité, des fois tu gagnes avec moins d'adversité, des fois tu gagnes contre des adversaires qui sont redoutables, des fois un peu moins, ils n'ont pas le matériel pour te suivre. Ça fait partie de la réalité du sport. Puis ça vient pas simplifier le fait de gagner un championnat. Sauf que lorsque tu remportes un titre de champion du monde des poids lourds contre Mohamed Ali, ça frappe plus dans l'imaginaire collectif des gens et ça a un impact. Pour moi, ça a une valeur à ça. Mhm. Jacques Villeneuve, c'est un Québécois, un pilote qui représentait le drapeau canadien, on jouait l'hymne national à tous les fois qu'il remportait une course, avec l'hymne britannique, bien sûr, aussi. Il a battu Michael Schumacher, un des plus grands de tous les temps. Pour toi, là, Simon, là, ça veut dire quoi, ça? Ah, c'est géant. Avec le recul, on le sait maintenant à quel point Schumacher était fort. Puis Schumacher, en milieu des années 90, il était peut-être meilleur en tant que pilote que quand il a multiplié les titres chez Ferrari. Mhm. C'est juste que l'environnement Ferrari, la voiture était tellement bonne entre 2000 et 2005 que là, il était largement en avant. Mais en tant que pilote, écoute, la Ferrari n'avait pas d'affaire à être dans la course au titre, mais Schumacher lui-même, par son talent, son ardeur au travail, le fait qu'il ralliait toute l'équipe autour de lui, l'emmenait à un niveau où il était capable de lutter avec Ferrari, puis il était excellent. Alors, Villeneuve, oui, il avait la meilleure voiture, mais Villeneuve, il était capable de battre un aussi grand pilote, tu sais, et de façon Mhm. régulière. Donc, il l'a battu, il a remporté plus de victoires pendant la saison, puis dans le moment ultime, c'est lui qui est ressorti en tête. Donc, ce que Jacques Villeneuve a réalisé, c'est immense, puis je pense qu'au Québec, on devrait de le célébrer davantage, puis pas juste dans les milieux de la course automobile, je pense dans les milieux sportifs en général. Kevin, tu as des statistiques intéressantes pour nous sur la carrière de Jacques Villeneuve dans l'ensemble. Peux-tu nous donner ça? Tu sais, Kevin, c'est un amateur de statistiques, puis c'est nous Ah autres qui en oui. bénéficient, hein? Ben oui, avec plaisir. Comme tout le monde le sait, bon, c'est un type de champion du monde. C'est le seul Canadien de l'histoire, hein. Alors, il faut être ravi, il faut être honoré de voir Villeneuve au sommet dans le panthéon des champions de la Formule 1. Champion à sa deuxième saison. Il y en a deux autres qui ont réussi à faire ça, messieurs. C'est Lewis Hamilton en 2008. Puis l'autre, c'est un très grand de la Formule 1. C'est Juan Manuel Fangio en Mm. 51. Quand Donc, même, hein? ça, c'est pas rien non plus. Euh,
on parlait de ses victoires. Jacques Villeneuve en a 11. Sa première, comme on l'a déjà mentionné, Nürburgring 96 après 4 Grands Prix. C'est pas beaucoup, 4 Grands Prix. Et s'il gagnait, messieurs, à Melbourne en Ah, 96, ça aurait été le premier pilote. Et là, on remonte à loin. 1961, c'est Giancarlo Baghetti qui a réussi à signer un succès à sa première course. Donc, imaginez qu'est-ce que ça aurait été en termes de prestance et de statistiques. Euh, Aussi, tel père, tel fils, Gilles a gagné en Espagne et Jacques Villeneuve a gagné en Espagne. Les deux ont gagné le même Grand Prix, Gilles en 81 et Jacques en 97. Et petit fait intéressant, je suis sûr que Simon est au courant, mais Villeneuve et Schumacher n'ont jamais été sur le même podium en 1997 malgré leur rivalité. Ça, c'est une statistique qui m'a toujours fasciné. C'est incroyable, oui, ça, c'est pareil. surprenant, oui. Ouais. Ouais, Mais Mm. ça a tellement été une saison en dents de scie, une épreuve Schumacher, une épreuve Villeneuve, une ouais, épreuve ouais. Schumacher, une épreuve Villeneuve, que là, mais ça le démontre clairement. C'est ça, ça démontre directement que c'était toujours en suspens, c'était toujours la façon qui est capable d'aller saisir l'opportunité, d'aller remporter la course, prendre l'avantage, parce qu'on le voit, là, on s'échangeait constamment la tête au Mhm. championnat, donc ça, c'était intéressant. C'est une des saisons les plus intéressantes, mais je suis surpris de la statistique que Kevin vient apporter, que on peut pas voir Michael et Jacques en même temps sur le podium, puis pourtant, ils sont des adversaires directs pour ce championnat-là. François, de ton côté, là, je vais aller dans la ronde des questions avec Simon, mais qui a battu Michael, pour toi, est-ce que ça ajoute une valeur à ce titre-là ou pour toi, tous les championnats du monde ont la même valeur? Non, 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 c'est sûr que battre Michael Schumacher, qui est un pilote, qui était un double champion du monde déjà en partant, qui avait quand même une voiture compétitive, puis qui était un pilote d'une extrême précision. De la façon aussi que ça s'est fait, hein, on va dire à la régulière, là, avec un dépassement. Puis le fait que je pense que c'était, si je me trompe pas, leur première vraie bagarre en piste, et ces pilotes-là, puis vous dites, ils n'ont pas fini sur le Oui, podium ensemble, mais ils ne se sont jamais vraiment trouvés, hein, non, dans une saison. Puis quand on pense qu'ils se retrouvent à la fin comme ça, avec tellement de... Tu sais, c'était à l'époque où on avait toujours peur qu'une voiture ne finisse pas le Grand Prix pour des bris mécaniques ou quelque Ouais. chose comme ça. Donc, je pense Villeneuve il y a 5 courses sur 17 qu'il n'a pas terminé. Michael, 4. Tu sais, Michael était un petit peu plus régulier, mais moi, tu sais, cette saison-là, je pense que c'est la F1 à son meilleur. Là. On ne pouvait pas demander une meilleure finale que ça. La seule qu'on a vraiment vue tu sais, depuis ce temps-là, c'était, mettons, Hamilton et Verstappen en 2021, mais ça s'est pas fini de la même façon. C'était plus scandaleux un peu. Là, on avait vraiment comme une vraie bataille avec une mise en table de clan Williams contre Ferrari. Tu sais, comme Simon l'a dit, Williams avait fait une belle job de dire hey, on a peur de se faire sortir par Schumacher parce qu'on sait qu'il y a des tactiques douteuses. Puis le pire, c'est qu'il n'avait pas fini d'en faire. Donc, non, ce Non. championnat-là, c'était vraiment quelque chose. Puis ça vaut très cher. Ça avait déjà débuté avec Irvine qui avait bloqué Jacques en qualification. Puis tu fais bien, tu emmènes le côté fiabilité, mais justement, dans ce dernier Grand Prix-là, après le contact avec Michael, on sait aujourd'hui que sa batterie tenait par un fil, là. C'est pour Ouais. ça mhm, que mhm. qu'il ralentissait considérablement. Il voulait laisser la place. Il voulait pas défendre sa position contre Hakkinen. C'est sûr, c'est toujours mieux quand tu gagnes un championnat avec une victoire, mais il aurait probablement pas terminé. Il se devait de faire extrêmement attention. Et c'est là que je veux en venir justement dans une période de questions. Je veux qu'on fasse tomber un peu les mythes. J'ai préparé des choses qu'on entend souvent. Il aurait dû partir, non, il aurait pas dû partir son écurie, BAR, puis toutes ces choses-là. On l'a touché un petit peu dans l'épisode, comme quoi qu'il y avait un gros changement de réglementation. On a tendance à oublier qu'il y a eu une autre saison chez Williams après ça, Simon. Pour les gens qui se rappellent pas de la voiture, elle était rouge. Et si vous avez écouté à l'époque le kilomètre-heure, parce que c'est ça, en 97, là, on avait le Parti québécois au pouvoir. La souveraineté est encore dans les Oui. discussions, mais ce qui unissait les Québécois, c'était la petite vie puis la F1. C'était ça qui Mhm. était. Oui, Ça, c'était une façon de s'unir. Puis dans le kilomètre-heure, il y avait Michel Barrette avait la voiture rouge, la Williams rouge de Jacques Villeneuve. Ça, c'est celle que pratiquement tout le monde a oublié au Québec, je pense. La Winfield, en fait, à Winfield, ouais. l'époque. Ouais. Exactement, avec le nouveau commanditaire de l'époque, Mhm. mais on a un moteur Mecachrome, on n'a plus un moteur Renault, puis on n'a plus un dénommé Adrian Newey qui fait la voiture. Mais Simon, est-ce que tu es d'accord quand les gens disent, oh, il aurait jamais dû quitter Williams? Parce que Williams n'a pas eu tant de succès que ça, là, depuis ce temps-là. Je dirais même qu'ils n'en ont pas eu. non, exactement. 97, c'est le dernier titre de Williams, puis c'est pratiquement la dernière fois ils ont bataillé pour le titre mondial.
Peut-être qu'on peut étirer 2003 avec Montoya, mais Mhm. bof, pas tant que ça. Ouais. Euh, donc, c'est facile à dire après coup, mais c'est ça, en 98, Jacques a bien vu c'est à quoi vers où Williams s'en allait, pardon. Tu sais, c'est sûr que ça allait pas être facile en 99. En 2000, il y avait le moteur BMW qui arrivait, mais là, bâtir une équipe, un moteur, ça peut prendre plusieurs années. C'est pas tous les moteurs qui arrivent en F1 puis qui gagnent immédiatement. Donc, dans ce sens-là, pourquoi pas tenter le coup de bâtir une nouvelle écurie? Puis encore là, il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était un des rêves de Gilles Villeneuve, qui n'aurait pas eu Mhm. le temps de réaliser. Donc, écoute ça. Et d'ailleurs, je veux juste le mentionner, tous les grands pilotes, ils veulent être le centre d'attention de l'écurie. Hein? On veut que Mhm. l'écurie soit centrée autour de soi-même, ses besoins, je veux ça, je vais l'avoir. Et chez Williams, ce n'est pas ça, l'environnement. C'était pas une écurie qui est centrée sur les pilotes, c'est une écurie qui est centrée sur la voiture. Alors, ça a fonctionné longtemps, mais ceux qui étaient là dans les années 90 se rappelleront de la chaise musicale, là. T'es Hmm. champion du monde, mais tu t'en vas. Hein? C'était pas Ouais. mal ça. On Ouais. embauche un autre meilleur encore. Fait que c'était pas un environnement où, tu sais, c'est très facile la vie de pilote chez Williams. Fait que moi, je comprends qu'il soit allé relever un autre défi. Puis en plus, bon, c'était avec son ami Craig Pollock. Il y avait l'argent de British American Tobacco. Et il y avait un châssis Reynard qui pensait serait bon. Puis au départ, il n'y avait peut-être pas le bon moteur, mais Barr a quand même été capable de convaincre Honda de revenir en F1. Puis Honda en 2002, c'était encore plus prestigieux que Honda aujourd'hui, je dirais, parce qu'on se rappelait Prost, Senna, les McLaren dominantes. Alors, non, moi je pense que c'était un bon pari. Là où il s'est trompé peut-être, c'est en 2001, quand c'était le temps de signer un deuxième contrat, il y avait Renault qui revenait et qui cette fois-là construisait une écurie de Formule 1, véritablement, pas juste motoriste, une équipe. Et on voulait un visage connu, un pilote capable de gagner des courses. Alors on pensait que Villeneuve, ce serait la bonne personne. Alors là, il était comme coincé, je vais-tu relever le défi Renault? Est-ce que Barr, ça va vraiment être meilleur que ce que j'ai vécu? Parce que Barr avait progressé, mais là, on n'était vraiment pas au niveau de se battre avec les McLaren et les Ferrari, qui étaient les deux seules écuries qui gagnaient régulièrement à cette époque-là. Alors, il a décidé de rester chez BAR. Il semble que son gérant, Craig Pollock, a versé quelques larmes pour le convaincre. Ça, il l'a reconnu des années plus tard. Alors, il a décidé de rester chez Barr et l'erreur, ça a peut-être été de rester chez Barr et pas d'y Mhm. aller initialement. Mais a quand même saisi ses opportunités lorsqu'il se le présentait à lui. Deux podiums chez Oui, Barr, quand même. Fait que oui, c'est pas une grande voiture, mais il était quand même, il était pas totalement déclassé, là. On voyait encore son talent et est encore présent, sauf que c'était le jour et la nuit avec ce qu'il était capable de nous donner chez Williams. S'est aussi retrouvé coincé, hein. Simon, tu le disais, dans le fond, il peut oui. pas vraiment partir non plus. Tu sais, le monde dira, ah, il aurait dû aller chez Ferrari. Ferrari, t'as pas Ah, ils ouvert veulent à pas ça. de lui. Ils veulent pas de lui. Après ça, McLaren, il aurait dû aller chez McLaren. Il y en a bien qui le mettaient à la place de Coulthard. C'était pas possible, ça aussi. C'était pas une alternative, là. Il y avait pas un contrat qui a Non, refusé, là. exact. On lui a jamais offert de volant McLaren. Puis Ron Dennis a souvent dit, parce que il y a des journalistes souvent ou des observateurs qui faisaient ce lien-là, qui disaient pourquoi vous embauchez pas Jacques Villeneuve Puis Ron Dennis disait, moi, j'accepterai jamais un pilote de la personnalité de Jacques Villeneuve dans mon équipe. McLaren, c'est ultra corporate. Et à l'époque, c'était peut-être plus qu'aujourd'hui. Mais les pilotes McLaren, ils rentraient dans le rang, ils faisaient des activités de relations publiques à n'en plus finir. Et Jacques Villeneuve disait toujours que lui, s'il voulait limiter ça le plus possible, puis du PR, il en faisait pas trop trop. Fait que ça cadrait pas. Puis je pense qu'il y avait un conflit de personnalité entre celle de Jacques puis celle de Ron Dennis, qui était le patron de chez McLaren à l'époque. Alors, il n'y a jamais eu cette opportunité-là. Alors, tu peux pas dire qu'il aurait dû y aller. On lui a jamais offert de voler McLaren. Penses-tu, il y avait eu des rumeurs comme quoi Adrian Newey était pas content qu'on avait renvoyé David Coulthard chez Williams pour préférer justement un gars comme Jacques Villeneuve. Et là, on aurait fait à peu près le même scénario chez McLaren parce que Ron Dennis avait déjà vu ce que ça avait produit chez Williams du fait qu'il est parti Newey suite à ça. Certains disent que c'est le point pourquoi ça l'a cassé entre lui et Frank Williams. Donc, de refaire la même situation, de dire tu remplaces Coulthard parce que nécessairement. Je pense pas que c'est Ouais. Hakkinen qui aurait écopé. Est-ce que ça peut avoir joué là-dedans? Ça peut avoir joué, effectivement, mais Newey avait l'air d'un gars qui est
très à l'aise de travailler avec les pilotes qui sont là. Mhm. Et il va développer cette relation-là. Et si on substitue un pilote pour en amène un nouveau, et comme c'est pas nécessairement qu'il voulait pas de Villeneuve, je pense qu'il voulait pas nécessairement repartir une relation à zéro, et surtout chez Williams, il voulait être impliqué dans la décision. Mhm. Et Frank Williams ne le faisait pas. Il parlait avec Patrick Head, puis les deux ensemble prenaient la décision parce qu'historiquement, c'était eux la direction chez Williams. Donc, on s'est juste pas donné le trouble de rejoindre New Way puis de le consulter, puis ça l'a irrité parce que c'était écrit dans son contrat. Puis, puis, Exactement. Ouais. puis, Ouais, c'est clair- ça. puis clairement, il aime David Coulthard parce que il est chez Williams avec Oui, Coulthard, après ça McLaren, puis après ça Red Bull, Coulthard est là encore. Donc il suivait David Coulthard un petit peu là. Fait que c'est c'est un même excellent si point. c'est pas confirmé qu'il y avait une certaine relation entre les deux là, que une appréciation, une amitié quelconque, lorsqu'on regarde le parcours d'Adrian Newey, c'est dur de démentir cette information-là parce que l'histoire nous montre autrement. L'histoire nous montre d'autres choses aussi. C'est que oui, Jacques est le fils de Gilles, à moins qu'on ait une grosse bombe à annoncer aux gens, là, je pense Non, ils pas se aujourd'hui. ressemblent beaucoup. Ah, ils se ressemblent. Ouais. Mais sur un circuit, Simon, tu sais, moi j'ai déjà entendu des gens me dire, il était pas en tout pareil comme son père. Est-ce que tu es Ouais. d'accord avec cette affirmation-là? Même chose François, Kevin, les gars, gênez-vous pas. Ben, écoute, au départ, il y a peu de pilotes qui étaient pareils comme Gilles Villeneuve. Donc, Mhm. tu sais, c'est sûr que si tu limites à ça, t'en retrouveras pas beaucoup, là, des Gilles Villeneuve en devenir. Mais le pilotage de Jacques avait des similitudes avec celui de Gilles. C'est juste que Gilles avait un pilotage à l'extrême. C'est un jusqu'au boutiste. On va prendre des risques. Et c'est tout le temps le risque. C'est toujours à fond. Puis on va défoncer. Et on va défoncer la voiture s'il le faut, mais on vise la victoire tout le temps. Jacques était plus réfléchi. À sa première course chez Williams, il a accepté de lever le pied pour finir deuxième, pour rallier l'arrivée, puis aller chercher les 6 points de championnat. Ce qu'on peut penser, Gilles n'aurait pas fait. Hein? Non, Surtout non. pas quand il Ah. reste 15 tours à faire, là, puis on a une Flatteur. chance de gagner, c'est ça. Puis, Alors, la différence, elle est là. Gilles, c'est le risque. Jacques, c'est le risque calculé, réfléchi. si on dit que Gilles conduisait avec son cœur, mais Jacques avec sa tête. Puis si on dit pas ça de façon négative, là, on dit pas que Gilles, mais est-ce que tu trouves que c'est ce qui se rapproche le plus de comment les décrire? Ben, je dirais que Jacques pilotait aussi avec son cœur, parce que quand tu te retrouves à 2 tours de retard à Indianapolis, puis de te défoncer pour aller Oui. chercher la première place, il faut que tu pilotes avec ton cœur, c'est pas juste la tête. Mais c'est un beau mélange des deux, Jacques Villeneuve à son meilleur, Mhm. là, parce que Cleveland 95 en Formule Oh, Indy, là, tu me fais c'était plaisir, là. c'était incroyable. C'est à voir, je le dis aux auditeurs, c'est une course à voir. Ouais. Alors, il y a beaucoup de Gilles dans le pilotage de Jacques, c'est juste que n'est pas Gilles Villeneuve qui veut. Puis je pense qu'à quelque part, ça a servi Jacques beaucoup de ne pas être comme son père dans son pilotage. Simon, tu m'as dit une phrase que j'ai notée, puis ça, on se l'est dit entre nous deux. J'espère que ça te mettra pas mal à l'aise que je la rende au grand public, mais tu me dis, à toutes les fois quand j'ai replongé dans cette étude-là pour faire mon livre, faire mes recherches, puis même là, tu te préparais pour l'épisode, tu te dis, c'est fou à quel point il était bon, Oui. Jacques. Ah oui. Puis j'ai eu la même réaction, puis j'ai goût demandé à François qui a fait le travail, là, qui est retourné en 97 dans les dernières semaines pour faire ses recherches. Excuse-moi, je suis en train de perdre la voix. Faire ses recherches, puis tout ça. Ton côté, François, est-ce que tu as été surpris à quel point il était bon? Est-ce que si tu l'avais encore dans ta mémoire, ça, ou il t'a surpris encore? Oh, non, en fait, Jacques Villeneuve, moi, j'ai toujours été comme un des plus grands supporters de Jacques Villeneuve, même dans les périodes de disette, parce que je me rappelais tous ces moments de brillance-là que même Simon a évoqué. Tu sais, il vient de parler de Oui. Cleveland 95, mais mettons, si je vais chronologiquement, il a parlé de sa victoire à Montréal contre David Impringham. Ils se sont partagés la tête pendant genre un tour, puis quand Villeneuve a réussi à le rattraper, il a réussi à contrôler une glissade. Tu sais, il y avait vraiment des vibes de son père Gilles là, dans son style de pilotage à ce moment-là. Ouais. Puis on voyait que c'était quelqu'un qui était très opportuniste, très agressif, et il l'a démontré. Puis plus la voiture était puissante avec Jean Villeneuve, on dirait meilleur il était, là. Plus il montait de catégorie, meilleur il était. Puis cette passe-là à Cleveland, on criait dans le salon parce qu'en fait, c'était Brian Herta contre Michael Andretti qui se battait là, pour la tête. Puis il est arrivé quelque chose où les deux ont comme ralenti. Et Villeneuve sort de nulle part en troisième position, passe entre les deux, se fait accrocher par Andretti, réussit à gagner la course. Puis il y avait eu quand même des problèmes, je pense, c'était avec
Robbie Robbie Gordon, je Gordon. pense, ouais, Ouais. en début de course. Donc, tu sais, c'était des moments. Tu sais, il y a tellement eu de moments de brillance de Villeneuve, Estoril en 96, de dépassement sur Ouais. Schumacher. Tu peux pas oublier ça. Puis après, quand Villeneuve a fait d'autres courses, tu sais, il a piloté en NASCAR, le numéro 22. Là, d'ailleurs, j'ai le gilet de cette équipe-là, si on veut, Discount Tires, à Montréal et à d'autres endroits, le Kart Lake. Et quand il avait de la bonne machine, quand il avait une bonne voiture, peu importe la catégorie qu'il faisait, V8 Supercar ou n'importe quoi, peu importe l'âge qu'il avait, il était toujours performant aux 24 heures du Mans avec Peugeot. Donc, moi, j'ai toujours cru au talent de Villeneuve. J'ai jamais oublié. J'ai toujours compris que malheureusement, il a fait des choix de carrière qui ont mal viré pour lui. Puis, c'est le fait qu'il a toujours été vocal, mais qu'il a arrêté de gagner. S'il avait continué à gagner, Villeneuve, qui avait été aussi vocal qu'il l'était, on n'aurait pas la même perception de lui, mais c'est qu'il était encore vocal alors qu'il n'était plus à l'avant-poste des positions à F1 que les gens ont comme commencé à faire. Ben là, pourquoi il parle, lui, il est même plus bon. C'est pas vrai qu'il était pas bon. Il avait juste pas la machine pour livrer la marchandise, moi, je Mhm. pense. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui s'affirment dans la vie. Puis Jacques, qui s'affirme. Ouais. Puis Jacques, oui, il est polarisant. Oui, il y a des gens qui l'aiment pas. Il y en a qui vont y rattacher des histoires, tout ça. Il y a une chose qu'on peut pas y enlever, c'est que c'est un talent indéniable. C'est un pilote Mhm. qui a forgé son style. Simon nous l'a expliqué. C'est pas tout de suite on l'a mis dans une voiture puis c'était un talent incroyable. Il a vraiment développé son style. Il a appris sur le tas, là, on va dire ça en bon Mhm. québécois. Puis il a Mhm. développé un style pour arriver au moment où, au sommet de l'art, tu arrives en F1, tu t'assis dans la voiture, puis tu es déjà compétitif, tu es déjà rapide. C'est au bout de la ligne, c'est pas comment tu t'es rendu là, c'est quand tu arrives puis que l'opportunité t'est donnée, est-ce que tu es capable de la saisir? On le voit beaucoup dans la F1 moderne. Il y a des pilotes qui sont très bons, on pense qu'ils vont bien faire, mais aussitôt on leur donne le volant ou qu'on leur donne la situation, c'est pas garanti que tu vas être capable de répondre aux attentes. Puis c'est encore plus gros lorsque même chose, je reviens sur ce que Simon explique. Tu arrives dans une Williams, tu arrives dans une voiture compétitive. Il n'y a pas si longtemps que ça. C'est Ayrton Senna qui était là. C'est pas Mhm. si loin que ça. Les gens Ouais. l'ont encore en tête. Puis là, il arrive, Jacques, puis il compétitionne. C'est gros ce qu'il a accompli. C'est gros, Jacques Villeneuve. Puis pour les gens qui n'ont pas connu ça, c'est pas de votre faute ou qui ont peut-être eu une mauvaise interprétation de sa carrière. Allez voir des vidéos, mais surtout lisez le livre. Le livre de Mhm. Simon prend le temps de l'expliquer, prend le temps de reconstruire. Tu as l'impression d'être là. Puis une autre chose aussi qui est disponible, ça c'est sur YouTube, puis on l'a partagé sur notre page de F1 Podcast, mais allez voir l'Ovation. Je pense pas me tromper, c'était bien le centre Molson dans le temps. Là, pour les Ouais, gens qui Oui, je savent pas pense Ouais. c'est que ouais, quoi, je ça pense venait que oui. d'arriver, là. c'est C'était ça. construit, si je me trompe pas, là. Ce qui se trouve avec le Centre Bell aujourd'hui. Mais allez voir le Québec, comment qu'on était fiers de Jacques, comment, puis on l'est Ah. encore, là. Mais comment que les gens on l'ont ovationné. T'as des gens qui pleuraient dans l'aréna de voir qu'il avait accompli ça. Puis t'avais Jacques aussi, peut-être une des seules fois à part quand il a gagné ou ces choses-là, qui semblaient ému de voir Ouais. l'amour qu'on lui réservait. C'est tellement puissant, le Centre Bell, là, vous y avez déjà été. Lorsque la foule décide de donner une ovation, le son sur la patinoire redescend. Donc, on le voit, Jacques, là, il est tout seul au milieu de la patinoire, il envoie la main, puis on n'arrête pas d'applaudir, on n'arrête pas. C'est interminable, là, ce moment-là. Puis avant ça, bon, on lui avait réservé un accueil. Au Québec, on avait, tu sais, il y avait des écrans géants. Je pense, c'est-tu à la place Bonaventure? C'est où qu'on avait fait ça? C'était Ben, je sais que le dernier Grand Prix a été diffusé au Complexe des Jardins, si je Complexe me des souviens. Jardins, Ouais, c'est c'est ça. ça. C'est ça, on voyait les images RDS en même Ouais. temps. Donc, c'était la fête là, au Québec. C'était gros. Là. Puis en plus, il y a une époque au Canada où il y a un bon documentaire là-dessus aussi, que Larry Walker a Oui. remporté le joueur par excellence dans le baseball majeur. Ça aussi, en soi, c'est tout un exploit, mais c'est Ouais. Jacques qui a gagné l'athlète par excellence de l'année au Canada parce que gagner en Formule 1, c'était pas arrivé. C'était impensable, même dans le temps. On se permettait pas de rêver à ça. Kevin, tu es d'accord avec tout ce qu'on dit là-dessus? Tu le sais, avec l'histoire, Mhm. tu as fait le livre La Formule 1 au circuit Gilles Villeneuve. Mhm. Malheureusement, tu n'as pas raconté des grands moments de Jacques Villeneuve dans ce livre-là, mais Mhm. quand même, euh, Ouais. tu sais à quel point l'héritage de Jacques, à quel point il est bon. J'ai envie de te poser une question, Kevin, puis Simon va pouvoir se prononcer, puis François aussi. Son style à Jacques, on le compare à qui? Tu peux le prendre un pilote de la grille d'aujourd'hui, tu peux prendre Ouais. un ancien pilote, puis je sais que les comparaisons, t'es pas fort là-dessus, mais j'ai envie de te sortir de ta zone de confort. Ah, Ouais, c'est bon, ça. vas-y. J'aime ça. Ouais. J'aime ça. Je te dirais, bon, c'est sûr qu'il y a quand même des certaines similitudes, on va dire, avec son père, Gilles, évidemment. Comme vous me disiez, c'était des risques qui étaient plus calculés. C'est sûr que en F1,
le talent du pilote dépend de sa monoplace, puis malheureusement, ben Jacques en a fait les frais. Ça c'est inévitable parce que c'est un pilote qui savait être très rapide. On l'a vu souvent dans sa, dans sa période chez Barre. Pour avoir un pilote qui lui ressemble aujourd'hui, si je prends l'exemple d'aujourd'hui, euh, j'aime bien le comparer à Oscar Piastri Mhm. Mhm. parce que Piastri est arrivé en Formule 1, aucun complexe. Villeneuve est arrivé par le passé en Formule 1, aucun complexe par rapport à Damon Hill, qui était là depuis plusieurs années, même face à Michael Schumacher, qui était déjà champion. Pas de complexe. Pilote rapide d'entrée de jeu. Piastri, c'était ça. Intelligent, capable de bien positionner sa voiture, être capable de saisir on dit souvent saisir les opportunités, mais c'est de le faire, c'est beau le penser, mais c'est de le faire, c'est une fraction de seconde de décider d'un mouvement, ça passe pas. Ben, Jacques était capable de le faire. Je l'ai pas connu dans ses grandes années de victoire chez Williams 96-97. Je l'ai connu un petit peu par après, mais j'ai lu le livre de Simon et j'ai vu beaucoup de vidéos. Et c'est vrai que Jacques, quand on regarde ça, ben, c'était beau à voir. C'était beau à voir. C'était un talent exceptionnel. Simon, de ton côté, toi, est-ce qu'Oscar Piastri, tu trouves que c'est un bon lien? T'as-tu un Oui, lien? j'aime ça Ouais, parce qu'Oscar Piastri, il n'y a pas de complexe. c'est ça. Oscar Piastri, il arrive sur la piste, puis ça ne les dérange pas, puis il est capable de mener lutte, je vais dire, presque à armes égales avec Max Verstappen, qui est peut-être le pilote le plus difficile à dépasser là, actuellement. Puis ça, Piastri, il l'a fait comme Villeneuve l'a fait par rapport à Michael Schumacher à l'époque. Piastri est capable aussi. Donc, il y a pas, dans ce sens-là, je vois des similitudes. Ils sont très précis, un certain goût du risque, mais tu sais, sans que ce soit tout le temps, sans arrêt. Donc, j'aime cette comparaison-là, oui. François, est-ce que tu Je adhères la- à la théorie Oscar Piastri? Ben oui, pour l'ensemble des raisons, puis aussi le fait qu'il est très spectaculaire. Villeneuve, plutôt les Villeneuve, on va dire, étaient très spectaculaires. Puis on se Mhm. rappelle dans les podcasts qu'on a fait dans les derniers mois que j'ai souvent évoqué le fait qu'Oscar Piastri est un pilote très spectaculaire dans ses dépassements extérieurs à Spielberg, à la chicane à Monza, bon, pour nommer que ceux-là. Mais pour peut-être faire une autre comparaison, un pilote qui a suivi Villeneuve pas trop longtemps après, qui a eu pas mal le même parcours, Juan Pablo Montoya Mhm. était Mhm. quelqu'un aussi très avec aucun complexe, qui a emmené la bagarre à Schumacher, qui avait pas peur de ses mots, donc pas tout à fait le même pilote que Villeneuve, là, mais il y a quand même Un beaucoup peu de plus bouillant similitudes. comme caractère. Ah Ouais, 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 c'est sûr, là, c'est mais ça. tu sais, il y a le sang latino-américain, il faut se le dire avec Fais ça. attention Mais quand tu dis ça. Docteur Helmut Marko s'est mis dans le trouble avec des gens. tu sais, c'est ça. Donc, c'est des comparaisons qui sont le fun à faire. Mais si j'ai un pilote contemporain, c'est Oscar Piastri. Mais j'expliquais, comme on s'est dit en avant-émission là, il y a quelques jours, c'est que les voitures ont tellement évolué. À l'époque, c'était de la puissance brute. Il y avait moins d'appui un peu, même s'il y en avait. Tu sais, puis toujours le risque de ne pas finir les courses. C'était tellement une autre époque. J'ai l'impression que sais, le pilotage maintenant est tellement différent de l'époque que c'est dur de faire ces parallèles-là, mais oui, Piastri, très certainement. Puis c'est peut-être pour ça que c'est mon pilote préféré sur la grille en ce moment, là. J'ai pas réfléchi à ça avant, mais maintenant qu'on en a parlé dans les derniers jours, c'est facile de faire le lien. En terminant, ma dernière question pour vous trois, puis tu sais, François, à quel point j'aime le côté stratégique, puis toutes ces affaires-là, Mhm. l'évolution, puis tu sais, tu parlais de la F1 de cette époque-là, puis c'est vrai, tu sais, le niveau de carburant que tu mettais dans la voiture, tu Ah décidais de ouais. dire on va rouler la voiture moins lourde, mais on va faire plus d'arrêts, mais à cause qu'on est moins lourd, on va gagner. Tu sais, il y avait cet aspect-là. Maintenant, Ouais. on n'a pas le choix, on remplit plus les voitures. Mais ça, c'était un aspect stratégique. Je te dirais, je l'avais oublié. De replonger là-dedans, j'ai fait comment c'est vrai à quel point que Mhm. ça changeait la donne. Justement, on avait tellement d'adhérence en 97 à cause des nouveaux pneus Mhm. que Williams jouait la partie de dire on a des freins un peu plus petits, mais là, le problème, c'est que les voitures pouvaient freiner beaucoup plus loin. Là, à ce moment-là, on avait des ennuis. On se rappelle, Franzen avait éclaté un frein à la première course de Ouais. la saison en Mhm. Australie à cause de ça, parce qu'on décidait, là, on avait tellement d'adhérence que là, les freins, on venait les surutiliser. Puis Williams avait décidé de compenser en disant, nous, on va toujours mettre moins de carburant dans la voiture, donc on n'aura pas besoin, on n'aura pas autant de poids, donc on va pouvoir faire un compromis avec nos freins. Tu vois, c'est un ajustement qu'on peut faire
sans être obligé de tout rechanger puis d'aller dans des évolutions avec un plafond budgétaire puis tout ça. On avait beaucoup d'alternatives, donc ça donnait droit à des stratégies différentes sur le peloton et de l'imprévu, de la créativité. C'était intéressant de regarder. Puis rien contre pour dénigrer la F1 d'aujourd'hui, c'est juste que les équipes avaient plus d'options sous la main. Donc ça donnait des petits imprévus comme ça, mais aussi tu pouvais te planter pas à peu près. C'est ce que Simon faisait référence notamment en disant que Williams, s'il fallait danser du pied gauche, on dansait du pied droit, puis à l'inverse, on n'avait pas toujours le bon rythme. À ce Oui. moment-là, la question que je voulais en venir, moi, ce que j'ai été surpris de... Je le savais que Jacques avait une bonne compréhension technique de la voiture, une bonne compréhension. C'est pas pour rien quand il travaille à la TV, ses commentaires. J'ai écouté des vieilles entrevues, puis j'en reviens pas à quel point c'était du bonbon l'entendre parce que il donnait énormément d'informations sur comment les voitures se trouvent. J'ai l'impression qu'on avait toujours vraiment l'heure juste du côté des mécanos de où la voiture se trouve et de ce qu'on a besoin pour être capable de performer. Quand on vient le temps de qualifier nos meilleurs pilotes de tous les temps, je sais que genre qu'on peut pas le faire à cause des statistiques, puis tout ça, ça permet pas de le rentrer dans la conversation. Sauf que j'accorde beaucoup d'importance à est-ce que tu es capable de développer une voiture? Est-ce que tu es capable de rendre une voiture meilleure? Et François utilise souvent l'expression le rendu qu'on donne à l'écurie, donc le compte rendu. Simon, tu le qualifies comment, Jacques, par rapport à ça? Est-ce que c'est un pilote qui pouvait aider à développer une voiture? Est-ce que c'est un pilote qui donnait vraiment l'heure juste à ses ingénieurs et qui aidait à développer et à emmener son écurie à un autre niveau? Oui, sauf que chez Williams, c'était difficile parce que chez Williams, la tête dirigeante sur le plan technique, c'était Patrick Head. Mhm. Puis c'était lui qui décidait. Puis c'est pas pour rien que dans l'histoire de Williams, il y a eu des conflits avec des nombreux pilotes, puis des grands pilotes, là. Piquet, Reutemann, des gens qui se sentaient pas à l'aise chez Williams parce que on voulait aller d'une certaine façon, puis si le pilote voulait aller d'une autre façon, on disait pas oui, on chicanait, puis on s'obstinait, puis il devait Mhm. prouver, puis c'était pas facile. Alors, il y aurait c'est malheureux parce qu'il n'a pas pu le démontrer en tant que tel chez Barr. Quoique c'était indéniable que Barr a progressé dans le temps où Jacques Villeneuve était là. On partait Au tellement de début, loin. c'est ça. Au début, on était les derniers, là. On n'a pas marqué de points de la saison 99. Puis après ça, tu l'as dit, on était pratiquement à un certain moment les meilleurs des autres. Tu sais, avais les top teams Ferrari, Williams, puis McLaren. Puis tu avais la Barr qui était pas loin derrière, des fois, puis qui avait des podiums. C'est juste qu'après ça, ça a stagné, puis même ça s'est mal passé. Puis tu sais, je pense pas que c'est Villeneuve qui en est le principal responsable. Alors, moi, je pense que oui, il était capable de développer une voiture. Peut-être qu'il était capable de l'emmener d'une certaine façon qui sied pas à tout le monde, puis où les ingénieurs étaient moins à l'aise. Et puis en Formule 1, ben, c'est tellement technique. Moi, je pense qu'il était resté en série kart. Il aurait multiplié les championnats, Jacques Villeneuve. Mais ceci étant dit, je suis bien content qu'il soit allé en F1, là. Oui, Hey, tu veux dire qu'on est plus ouvert à écouter les pilotes. De l'autre côté, on fait Oui, conduis la c'est ça. voiture, donne-nous des comptes rendus, mais t'es pas ingénieur, donc fais pas notre travail non plus. Fait qu'on était plus fermé à cette idée-là, surtout chez Williams, là. C'est ce que, selon toi, Oh, c'est... exactement. Chez Barr, je c'est- pense que c'était plus centré autour de Villeneuve, donc là, c'était plus à l'aise. Ça progressait, ça allait bien, jusqu'à un certain point, là, vers 2001, là, où ça a commencé à moins bien aller, puis peut-être qu'effectivement, il y a eu des nouvelles idées avec lesquelles il était moins à l'aise, là. Mais là, je m'avance, là. Toi, Kevin, selon toi, quand on parle de Jacques Villeneuve, est-ce que tu le considères comme un pilote qui était capable justement de donner un bon compte-rendu sur la voiture, un gars très technique en plus d'être un bon pilote? À mon avis, oui, c'est un pilote qui a réussi à faire ses preuves au courant de sa carrière pour bien développer une voiture. On parlait justement de BAR et ça me rappelle lorsque Villeneuve a quitté Barre à la fin 2003, la saison suivante, 2004, avait été extrêmement réussie du côté de Mhm. BR. Je ne sais pas si vous en souvenez, messieurs, on avait Oui. terminé mhm. deuxième et Oui. je me demande vraiment qu'est-ce que ça aurait donné si Jacques avait été dans cette monoplace-là aux côtés de Jenson Button qui avait fini troisième. Je me demande vraiment qu'est-ce que Jacques aurait pu faire. Mais je l'imagine, là. Mais je trouve que oui, Jacques avait cette aptitude-là à bien parler aux ingénieurs. Et ça, c'est hyper important pour, euh, pour l'aspect technique, pour les configurations de course et tout, et la stratégie, amener la voiture au meilleur niveau possible. Quand le pilote est bon, un bon compte rendu, ben, ça facilite la tâche des ingénieurs et ça, c'est non négligeable. Et je pense que Jacques avait cette aptitude-là.
Avant même que la saison 97 commence, sa première entrevue, tout ce qu'il explique, les problèmes que les écuries vont rencontrer à cause des pneus, à cause des systèmes de freinage, à cause de qu'est-ce qui change, il était capable de mettre le doigt directement dessus. Certains diront, bah, il l'a entendu puis il l'a juste répété. Mais la façon dont il l'explique, c'est facile à croire qu'il comprend très, très bien les enjeux techniques, les enjeux de développement de la saison. Puis il fait déjà une comparaison, là, irréprochable entre sa voiture de 96 et sa voiture de 97 après les essais hivernaux, là. Il savait déjà ce qu'on avait progressé, où ce qu'on s'en allait, qu'est-ce qu'on voulait faire. Puis ça, c'est un pilote qui est seulement à sa deuxième saison en Formule 1, donc pour moi, ça en dit beaucoup. François, tu es d'accord avec ça, toi aussi, si on place le nom de Jacques Villeneuve comme étant un pilote qui comprenait bien sa voiture, qui était capable de bien la développer et de donner les bonnes directives à son écurie? Oui, parce que dans le fond, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il vient d'une famille non seulement de pilotes, mais de famille de mécanos. Parce que son C'est ça. père, son oncle, les frères Villeneuve, euh, fabriquaient ou participaient à la mécanique de leur véhicule, hein. C'était le bon vieux temps. Donc, puis quand tu participes à cette mécanique-là, puis que cette connaissance-là a été transférée au jeune Jacques par son père un peu, mais surtout par Jacques l'oncle, là, qui a pris le relais là, dans les années 80 pour le coacher un peu. Écoute, je connais pas tout ce qui s'est passé entre ces deux-là, mais j'ose croire qu'il a dû lui enseigner beaucoup, beaucoup de choses. Et quand tu comprends la mécanique de ton véhicule, je pense que ça t'aide à développer non seulement ton pilotage, mais aussi toute la compréhension, tout ça, puis le rendu que tu peux donner aux ingénieurs. Et tes ingénieurs t'apprécient toujours plus quand tu t'es graissé les mains en bon québécois, là. Donc, oui, je pense que ça lui a donné beaucoup comment dire, de qualité à cet égard-là. Puis que tu vois que ça lui a permis de comprendre de mieux en mieux ses voitures. Puis je suis certain qu'il s'intéressait beaucoup à la mécanique de ses voitures lors de son ascension dans sa carrière. Messieurs, ça a été un plaisir. Ça a passé beaucoup trop vite. Le premier Ouais, qui va être d'accord avec nous, c'est Simon. ouais. Il vient Ben oui. d'avoir son baptême du F1 podcast. Il voit que ça passe vite, pas à peu près. Même si c'est un épisode qui dépasse 1 heure, on n'avait pas le choix. Je sais que vous allez être nombreux probablement à m'envoyer des messages, dire, ah, vous n'avez pas parlé de ça, vous n'avez pas parlé de ça. Ah, C'est Ouais. à, c'est à l'infini, ce sujet-là. Donc, on a essayé. ça, on aurait pu passer 5 heures là-dessus, là, C'est facile. ça. Puis en gros, ben, ça vous dit qu'il y a encore beaucoup de matériel qui se trouve dans le livre à Simon. Je le renomme pour les gens qui l'ont pas entendu. C'est Villeneuve-Schumacher 1997, le duel qui a marqué une époque. L'illustration qui a été choisie, d'après moi, ça n'a pas été long parce que c'est la meilleure photo que vous pouvez prendre et c'est celle qui résume le mieux le championnat. C'est le fameux contact à Erez ou un petit peu après le contact, là, ça vient tout juste d'arriver. On a aussi Michael et Jacques sur la couverture. Si vous voulez vous procurer ce livre-là, on fait comment, Simon? Comment les gens là, qui ont eu la piqûre, qui disent ah non, non, moi, il me manque trop d'informations là-dedans, je veux revivre en 97 ce duel-là, on fait comment pour se le procurer? Ben, il y a plusieurs façons. En ligne, on se rend au www.ertaa.com, www.ertaa.com. Allez en bas du site, écrivez-moi. On peut payer par transfert Interac ou carte de crédit. Alors, je vous l'enverrai par la poste. Et sinon, si vous demeurez à Laval ou pas trop loin de la Couronne Nord de Montréal, librairie Martin de Laval et de Joliette, il y a des exemplaires. Librairie Carcajou de Laval et aussi à la place Rosemère, ils ont des exemplaires. Et la librairie Lulu de Mascouche. Donc, je veux les remercier pour leur collaboration. Et je veux juste dire, parce que je reçois des messages outre-mer, là, et je sais qu'il y a des auditeurs outre-mer aussi au F1 Podcast. Je suis en train de regarder les options pour que ça soit accessible ailleurs dans la francophonie. Alors, restez à l'affût. Parfait. Puis j'ai envie de te joindre à ça que si les gens n'ont pas eu les informations ou l'ont pas pris en note, peuvent pas aller dans la librairie ou quoi que ce soit, envoyez un message au F1 Podcast. Je vais vous donner les coordonnées à Simon. Vous allez pouvoir communiquer avec lui, tout ça. Donc, si toutes ces, ça se présente pas à vous, vous avez plus de questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de vous répondre et de vous dire ça. Je commence par Kevin. Merci beaucoup, Kevin, d'avoir été là. Et ça a été le fun de t'avoir. Je sais qu'on a laissé beaucoup de place à Simon, puis c'est normal. Il y Ben avait oui. chose, mais quand même, tes petites statistiques, tes petits apports étaient là. Puis je suis certain là, que de ton côté, comme je te dis, d'après moi, t'es rendu à ton troisième bol de popcorn. Ouais, c'est ça. Je pense que ça va commencer à faire le pop-up dans l'estomac Ouais. pour pas faire de mauvais jeu de mots. Mais merci à Simon. C'était vraiment, vraiment très apprécié. Un beau moment qu'on a passé ensemble. François, la même affaire, je te remercie d'avoir été là, d'avoir fait appel à tes souvenirs, d'avoir
t'as pas voulu nous avouer que tu t'étais bleaché ou que tu t'étais mis les cheveux mauves, mais un jour, ça va venir. Fait que, quand même, mais merci beaucoup, François. Et Simon, c'était ta première fois au F1 Podcast. Je suis persuadé que ça sera pas ta dernière. Tu vas très bien avec l'équipe. Tu as énormément de contenu à amener à nos auditeurs et à nous. Bien sûr, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. J'ai la chance de le faire. C'était pas la première fois qu'on se parlait. Depuis que tu m'as envoyé une copie de ton livre puis que je suis tombé là-dessus, j'ai amorcé la lecture. Donc, on s'échange des textes de temps en temps. Tu commentes sur la page aussi. C'est toujours pertinent de te lire. Donc, merci d'avoir été là et de nous avoir fait faire ce voyage-là à bord de ta DeLorean. Tu nous enverras la facture de gaz. Oui, parfait. Puis je veux vous remercier à vous trois aussi. Ça a été un honneur d'être invité. J'adore les F1 Podcast. Je suis un fan avant tout. Alors, félicitations pour le travail que vous avez fait régulièrement. Et merci aussi aux auditeurs. Je le dis une dernière fois, et tu m'en voudras pas certain, Villeneuve-Schumer, 1997, le duel qui a marqué une époque. C'était la raison de notre rassemblement aujourd'hui. Et pour ceci, je te remercie, Simon, de m'avoir permis de revivre ce que j'ai vécu à 9 ans, mais dans mon corps d'adulte. Ça m'a fait grand plaisir. Un gros merci. C'est ce qui conclut notre épisode spécial du F1 Podcast. Notre prochain rendez-vous sera vendredi avec votre guide pour le week-end de course au Canada. Je recevrai quelques-uns de nos collaborateurs afin de mettre la table pour vous et de vous fournir le plus d'informations possible pour que vous puissiez profiter pleinement de votre week-end de course. D'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram ainsi que X Twitter et à vous abonner à nos chaînes Spotify et YouTube et activer la petite cloche. Question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous dis bonne semaine de Grand Prix.